Il me dit ouais salut c'est Inox, ça te dit on se voit à Paris pour parler du projet Everest. Je me retrouve à Paris à Webedia dans ses locaux. Sa vie de youtubeur, moi je m'en préoccupe pas. Je dis mec moi ton projet c'est faire ça, faut que tu respectes ce que moi je te dis. Si tu respectes pas les conditions entre guillemets d'entraînement et de préparation, bah c'est pas la peine. Il y a personne qui y croit à ce moment-là. Il y a personne qui veut s'associer avec lui sur le projet. Il est vraiment focus de 100%. Et puis moi aussi j'hallucine sur son niveau physique où je le vois progresser à chaque fois, vitesse grand V. On essaie de faire passer des messages qui sont plus forts, qui vont encourager les gens à aller dans la bonne direction. Les gens ils pleuraient à la fin. Et puis c'est vrai que quand on redescend de l'Everest, là moi cet été, j'étais un peu dans une phase de dépression. J'ai entendu parler de ce gars, Inox Tag, qui veut faire l'Everest, c'est un youtubeur et tout. Est-ce que toi t'es réticent à ça ou pas? Tu le connaissais ou pas? Moi je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Je crois que je l'avais vu vite fait une fois dans une vidéo de, tu sais, de GMK. C'est le seul mec que je suivais un petit peu sur YouTube, que je regardais de temps en temps. Mais j'avais aucune idée de ce qu'il faisait, tu vois. Et moi je lui dis non, je suis pas réticent. Enfin, il dit ouais, pourquoi pas, on peut s'appeler, pas de souci, tu vois. Il me dit ah ok, bah, je vais filer ton numéro, il va t'appeler là. Donc je raccroche. Là je vais sur Google, tu vois, je mets Inoxtag sur Google pour voir c'est qui ce gars, tu vois, juste pour avoir une idée. J'ai à peine le temps de faire ça que je vois un numéro qui m'appelle. Je décroche et là du coup il me dit ouais salut c'est Inox, ça te dit on se voit à Paris pour parler du projet Everest, tu peux t'entendre parler et tout. Et donc il me prend mes billets de train et genre 3 jours après je me retrouve à Paris à Webedia dans ses locaux pour parler du projet quoi. Et au début je rencontre pas Inox tout de suite. Donc pour la petite anecdote, moi je me pointe le matin à je sais pas à 9-10 heures. Et j'appelle donc t'es courageux quand même. Tu sais, il y a des gens qui auraient dit ouais, c'est quoi ça et tout. Ouais, ouais, non, mais moi je voulais pas avoir d'a priori, tu vois. Je me suis dit ok, je vais aller voir, ça me fera une rencontre de plus, je vais voir ce gars, ce que ça dit, je prends les infos, tu vois. Genre j'avais aucune ambition ni rien du tout, tu vois. Je me suis dit je veux juste voir les infos, prendre les infos, qu'est-ce que ça dit. Et donc moi je me pointe à 10h du matin à Webedia, j'appelle Basile Mono qui est le réalisateur du docu. Et je dis, oh, je suis là et tout. Et en fait, au début, j'appelle, et ça répond pas. Je me dis, bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Et en fait, il me décroche au bout d'un moment. Et il me dit, non, mais mec, en fait, avant 13h, il n'y a personne qui bosse à Paris. Tu vois, genre, en fait, eux sont dans un rythme de vie complètement décalé. Ils attaquent à midi, 13h. Et ils finissent, toi, tout le temps, les lives, les tournages à minuit, 1h du matin. Et donc, moi, je me pointe à 10h, il n'y a personne. Tu vois, il me dit, ah, mais attends, désolé, j'arrive. Donc, lui, c'est les youtubeurs, hein, c'est les streamers. C'est ça, ils sont vraiment dans un rythme de vie complètement décalé, tu vois. Et donc, Basile qui vient, donc lui il m'explique un peu le profil d'Inès, comment lui il est, comment il voit le projet. Moi, je lui explique un petit peu voilà, ce que je fais. Donc là, j'avais un docu sur moi qu'on avait fait avec Jordan Manoukian, qui s'appelle Out of Frame, qui était un peu portrait, qui expliquait aussi ce que je faisais en tant que photo-vidéo. Et donc, moi, j'explique à Basile que j'ai la composante photo-vidéo que je connais très bien, mais aussi la partie guide que je connais très bien. Donc, voilà, je dis, je comprends les contraintes des deux côtés. Ah. Par contre, le milieu de YouTube, moi, je ne le connais pas, tu vois. Je suivais aucun YouTuber, je regarde vite fait des vidéos sur YouTube, mais pas plus que ça. Donc, on commence à parler un petit peu avec Basile, je lui explique un peu, moi, ma façon de voir les choses. Puis, au milieu de l'après-midi, il y a Inox qui débarque au studio, on se rencontre. Et donc moi je lui explique un petit peu voilà la façon dont donc lui il m'explique déjà son projet, tu vois. Il me dit bah là moi j'ai annoncé l'Everest machin, donc moi je le mets en garde sur un paquet de choses, tu vois. Je dis bah ouais mais ok t'as annoncé l'Everest mais tu sais que physiologiquement peut-être que ton corps il supporte pas la haute altitude, tu vois. Il y a des corps qui s'acclimatent plus ou moins bien, qui supportent. Il savait ce genre de truc ou pas? Non, il avait aucune idée. Il avait aucune idée. Et je lui ai dit mais en fait toi t'as annoncé un truc qui est huge. Je dis mais peut-être que t'arriveras même pas à faire le Mont Blanc, tu vois, genre c'est peut-être impossible pour toi. Donc, ouais, il y a des gens qui sont bloqués, quoi. Donc là, à ce moment-là, je le fais un peu stresser et flipper, quoi. Donc, et c'était pas mon but, c'était juste de l'avertir, de lui dire, waouh, t'as annoncé quelque chose sans avoir. Moi, je voulais juste voir déjà quelle connaissance il avait, quelle base il avait, et là, je me rends compte qu'en fait, il a aucune idée de rien, quoi. Enfin, c'est quoi, il avait appelé une agence au Népal et ils lui ont dit oui, même pas. Ouais. Il a fait aucune démarche. C'est-à-dire que lui, il adorait la montagne. Il savait qu'au fond de lui, il adorait vraiment la montagne. Et il avait besoin de faire un projet. Tu vois, il était un peu comme moi, mais de manière exponentielle. C'est-à-dire que lui, tout allait hyper vite dans sa vie. Tu vois, pareil, tout allait hyper vite. Il a réussi plein de projets hyper vite. Et tout se passait... bien à chaque fois. Ouais. Bien, et tu vois, j'étais un peu dans ce truc, il me faut un projet qui me prenne du temps, quoi, qui me prenne au moins 1 an. Je vais prendre une claque. Ouais, c'est ça, tu vois, genre, il me dit, il me faut un vrai défi.
Et du coup, il avait annoncé l'Everest parce que dans sa tête, voilà, le plus haut, le plus extrême, le plus dangereux, enfin le plus, quoi. Donc c'était l'Everest qui lui est venu en tête. Et donc il a annoncé ça sans trop, en fait, il avait envie de faire ça. Et il s'est dit, bah, à partir du moment où je l'annonce, j'ai plus le choix, tu vois. C'était un peu ça, sa démarche, tu vois, c'est de dire, maintenant que je l'ai dit, bah, j'ai pas le choix, il faut que j'assume, tu vois. Donc, parce que sinon, je pense qu'il aurait pas pu se mettre, tu vois, l'entraînement comme il fallait, tu vois, genre vraiment de se dédier à 100%. Et tu as un peu une pression, une fois que tu as annoncé quelque chose, tu peux plus revenir en arrière, quoi. Donc au début, donc moi je prends un peu, voilà, je le mets en garde sur certaines choses. Je dis voilà, moi j'essaie de comprendre quelles sont ses motivations. Si c'est juste pour faire le buzz, s'il aime vraiment la montagne, s'il veut faire plus que l'Everest. Et moi tout de suite je lui dis bah voilà, l'Everest, si tu veux faire l'Everest, rien que l'Everest, t'as pas besoin de moi, t'as pas besoin de guide. Je te mets en contact avec une agence au Népal et l'année prochaine tu vas faire ton Everest et tu t'entraînes à Paris pendant 1 an et c'est fini, tu vois. Je lui dis par contre si ta démarche c'est vraiment de découvrir la montagne, l'alpinisme. Et moi, ce que je te recommanderais de faire, ce serait déjà d'oublier l'Everest, mais de commencer par faire vraiment une partie alpinisme dans les Alpes. Parce que tu vois, on lui avait recommandé d'aller faire des sommets un peu aux quatre coins du monde. Ouais, j'ai vu Kilimanjaro, tout ça. C'est ça, tu vois. Moi, je lui dis, on va pas commencer à cramer la planète pour aller faire des montagnes. On va aller dans les Alpes. Et comme ça, tu viens en train de Paris. Il y a plein de choses à faire dans les Alpes. Et moi, je te fais découvrir plein d'activités, tu vois. Donc voilà, moi je lui dis un premier bloc dans les Alpes, après on fait un bloc en Himalaya, parce qu'on est obligé de s'exporter à un moment donné pour aller à plus de 5000 mètres, vu que le projet quand même c'est d'aller à l'Everest, donc voilà. Et moi je lui présente un peu le projet sous forme de jeu, tu vois, je lui dis bah voilà, le niveau 1 c'est de faire ça, le niveau 2 c'est ça, et à chaque niveau tu débloques, tu vois, des nouvelles compétences, et là tu lui as plus là. Et un nouveau niveau. Donc là on s'est bien entendu, et donc voilà, moi je lui dis, écoute, moi je ferai comme ça. Après, enfin, je dis, en tout cas, moi je pense, je lui explique aussi voilà, les contraintes pour faire de l'image, parce que lui il me dit, ouais, je veux faire un énorme documentaire, je veux que ce soit cinématique. Donc moi, je dis, ok, je dis, moi je connais les montagnes qui sont visuellement impactantes, je connais les contraintes pour faire de l'image, pour être aux bons endroits au bon moment, les différents permis qu'il nous faut pour faire du drone, pour faire de l'image dans certains endroits et tout. Donc voilà. Donc finalement, en fait, dans son projet, tu as presque eu un rôle de co-réal qu'on voit pas trop dans le film. Non. On te voit vraiment comme, tu vois, effectivement, le guide, le brother, tu vois, le partenaire, le chef d'expédition. Mais on voit pas ce côté, un peu artistique et tout, où tu vas pouvoir en tout cas apporter du conseil, quoi. Ouais, carrément. Bah, en fait, c'est ce qu'on appelait la prod exécutive, c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupais de toute la partie captation d'images en montagne. En fait, toutes les images en montagne, c'est mes images ou celles de mes équipes, donc les gars avec qui je bosse régulièrement, tu vois. Et après, toute la partie, on va dire, images un peu plus lifestyle sur Paris, ou même, tu vois, les images qu'on a fait dans Katmandou. Ça, c'est les équipes d'Inès, donc Basile Monod, le réalisateur qui est venu, Samy André aussi qui sont venus sur place capter de l'image. Mais toute la partie image en montagne, ça, c'est vraiment moi qui ai tout géré, en plus de la partie guide, quoi. Ah, ok. Ouais. Et donc, ça match tout de suite, du coup? Tous les deux, là, vous connectez vos antennes? Ouais, moi, je suis en mode hyper humble. Je dis, voilà, la façon dont moi je ferai les choses. Et lui, il est hyper excité par le projet, tu vois. Il hallucine, il me dit, ah ouais, ok, tu vois, il a vraiment une énergie communicative. Ça te fait pas peur un peu d'avoir un surexcité un peu comme ça Moi, des fois, je regarde avec tu sais, ma nana, elle est hyper calme, hyper posée, c'est une introvertie, elle est silencieuse et tout. Et elle me dit, putain, mais elle était avec lui toute la journée, ça doit être, ça doit être épuisant. Il est fatigant, il est vraiment fatigant. Il a une énergie de fou, quoi, un peu hyperactif. Et même en montagne, tu vois, moi, des fois, j'étais cuit, je pouvais plus parler. Et lui, il est là, il te secoue, il te gueule dessus. Des fois, il me posait des questions. Je te disais, mais... Il me dit, ah ouais, mais ça, là-bas, c'est pire que nous ou pas? Tu peux pas savoir, tu vois. Genre, il me posait tout le temps plein de questions. Et ouais, non, il a vraiment une énergie qui plaît aussi en image, tu vois. Puis il est comme ça en dehors de la caméra, j'ai l'impression. Il est naturel. Il est tout le temps sur X à poser des questions, à en jouer. Clairement. Ouais, il est pas du tout... Même dans le documentaire, c'est vraiment authentique de malade, en fait. Et la galère qu'on a eue en images, c'est qu'il fallait filmer tout le temps. Parce que tu vois, il n'y a rien qui est scénarisé.
Et puis d'un coup, tu vois, il va réagir à quelque chose qui se passe. Donc il fallait tout le temps qu'on filme. Et tu vois, en montagne, de filmer tout le temps, c'est quand même compliqué. Ouais. Et toujours d'avoir du son, parce qu'il va toujours, tu vois, il va pouvoir dire quelque chose d'intéressant ou pas, tu vois, ou de réagir à quelque chose qui se passe. Donc pour nous, c'était une grosse contrainte, tu vois, d'avoir... et c'est une façon aussi différente que j'avais jamais eu de filmer. Ouais. Tu vois, quand je briefais les gars pour filmer, je disais, il faut vraiment que tu filmes tout le temps Inès, toujours avoir une bonne captation de son, Ouais. et qui n'était pas facile à avoir, tu vois. Ouais, c'est vrai que sur les films un peu plus traditionnels d'alpinisme, vous il y a moins le côté instantané, quoi. Tu réfléchis au plan que tu veux faire, aux arêtes que tu veux filmer, aux ascensions, et tu... Ouais, il y a toujours des petits moments de souffrance et tout, mais tu te dis, va y avoir de la souffrance tout le temps, je peux la prendre un peu à différents moments, quoi. Là, lui, Ouais. En fait, surtout les films d'alpinisme, dans la façon dont on les construit d'habitude, c'est-à-dire qu'on fait les images, Mhm. et après on fait des voix off en général, toi, où ils viennent, Ouais, ils reviennent sur leur là, ça marche exploit et pas. tout. Ouais, ça Là, marche lui, pas. c'est de l'instantané, c'est-à-dire que lui, il dit ce enfin, c'est sur le moment, c'est sur l'effort. Et souvent, quand lui, il est dans le mal, bah, moi aussi, je suis pas forcément hyper bien. Et Ouais, les équipes, enfin, les gars qui étaient avec nous pour filmer, ils sont aussi peut-être des fois pas vraiment au top. Et donc, ouais, c'est ces ouais. moments-là où il faut sortir la caméra. Donc, toi, quand déjà, t'es pas Mhm. bien, il faut qu'en plus tu filmes. Donc, c'est des moments compliqués, mais on était obligé. Ce qui rend le documentaire hyper authentique. Tu vois, on a réussi Exceptionnel. à Ouais. capter des moments, ouais, vraiment, c'est les moments comme on les a vécus, quoi. Ouais, merci d'expliquer ça parce que j'arrivais pas à le saisir, tu vois, dans le film, tu vois. Tous les ans, je suis invité à Montagne en scène, donc tu vois, j'en ai vu, j'adore, j'aime bien les diguer sur YouTube aussi, les films des Américains, tu vois, les vrais, j'en regarde plein. Et j'arrivais pas à trouver, tu vois, dans ce que vous avez fait, le petit truc un peu spécial. Mais en fait, tu vois, je disais, ouais, c'est la touche YouTube, mais c'est ça, en fait, c'est que il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de plans qui sont faits a posteriori. Tout est dans l'instant. En fait, toute l'histoire, elle est dans l'instant, dans l'instant, dans l'instant. C'est ça, c'est que Euh, du spontané, que de l'instantané. Et en fait, c'est hmm. les 1 an et demi d'aventure qui sont Ouais, condensés en 2h30 ouais, d'instantané d'Inès, ouais. quoi, de lui comme il est, de la façon dont il réagit aux Hmm. événements qui se passent. Ça devait être cool artistiquement à faire. Enfin, le challenge intellectuel, en tout cas, il devait être intéressant. Ouais, c'est clair. Après, tu vois, on filmait énormément, donc il y a plein de choses qui sont pas dans le film, Le tu vois. Il y dérush, a plein, putain. plein. Oh là Ouais, là. le dérush, les mecs, Nous, on a ils ont fait fait 7 un. jours au GR20. On a pris quoi? On avait pris 120 heures de contenu. Eh oui. Non, mais ouais, c'est ça. Mais là, un mec comme Inès, enfin comme Inox, normalement, il sort une vidéo une heure et demie, toutes les semaines. Là, t'imagines, le mec, on le filme sur 1 an et demi pour faire un truc de 2 heures. Donc, tu vois, au début, on se dit, mais on va pas pouvoir faire un truc de 2 heures. T'es obligé de faire une série de 10 épisodes d'1 heure. Où, tu vois, Mhm. on a réfléchi à tellement de choses. Tu vois, avec Basile, on se dit, non, mais là, faut qu'on fasse 2 films. Est-ce qu'on en fait qu'un? Est-ce qu'on fait 3 heures? Parce qu'en fait, on pouvait faire juste déjà 3 heures juste sur la partie Everest, en fait. Ouais. Tu vois, juste la partie Everest, on pouvait faire 3 heures. On pouvait faire 3 heures juste sur la Madame. On pouvait faire autant sur la partie préparation. Enfin, tu vois, c'était. Ouais. Donc, Et ça aurait été tout aussi bien, quoi. ouais, ouais, clairement. Peut-être qu'il y aurait Enfin, eu un peu moins le buzz ou un peu, tu vois, voilà, le film, ouais, la pièce, tu vois, c'est clair. C'est clair. authentique. Là, du coup, on a gardé vraiment que le meilleur. Enfin, je dis on, mais c'est vraiment Basile, le réalisateur, et le monteur, là, Quentin, qui ont vraiment gardé que tous les trucs les plus pertinents, les endroits Mhm. les montagnes qu'on avait le mieux documentées. Parce qu'en fait, on a fait plein de choses qu'on voit pas dans le documentaire. Toi, des courses en montagne qu'on a fait, qu'on n'a pas. Des fois, on n'a pas pu bien documenter comme on voulait, ou le météo pas top. Et du coup, ben, on les a pas mis au montage, quoi. Donc, Ouais, on a ouais. vraiment gardé que ce qu'on avait de top en images et qui rendait hyper bien, tu vois, en mode, qui était logique aussi Ouais, dans la narration. dans la narration du docu. Ouais. Ouais. Et, et du coup, ouais, pour finir sur Inox, donc la première fois qu'on se rencontre, voilà, je lui explique un peu ma façon de voir les choses. Et puis moi, je lui dis, moi, en tout cas, dans tous les cas, ce que je veux pas, c'est que tu vois la montagne à travers mes yeux. Je veux te faire rencontrer plein d'autres alpinistes, tu vois, plein de personnes du milieu montagnard, tu vois, que ce soit au sens large, autant dans les activités que dans les rencontres, pour que tu aies vraiment une idée de ce que c'est la montagne, les différents aspects, les différentes façons de la pratiquer, et que ce soit pas que à travers moi, tu vois. Je veux pas que, Mhm. je veux vraiment qu'il se fasse sa propre expérience, tu vois. Donc moi, je lui pose un peu tout ça sur la table, je lui dis voilà, bah, écoute, tu réfléchis, et puis tu me dis, tu me rappelles, hein, si jamais. Et je lui dis, moi, dans tous les cas, si tu veux, même si tu bosses pas avec moi, dans tous les cas, tu m'appelles quand tu veux, je te donne des conseils. Si tu cherches Ok. des gars, je te donne des gars.
Ou si tu cherches un guide pour ton projet ou un cadreur, bah, moi, je suis aussi dispo, motivé, tu vois, y a pas de souci. T'y crois un peu? En partant du rendez-vous, tu te dis... J'ai aucune idée. Alors, en fait, je me dis, est-ce qu'il va lâcher son équipe avec qui il a commencé à bosser pour bosser avec moi, tu vois, je me dis, il a quand même attaqué le truc avec d'autres personnes. Est-ce que j'ai été assez convaincant? Puis aussi, il y a toute la partie financière, tu vois, du projet, parce qu'ils me disent, bah, ok, fais-nous une estimation du coût du projet, tu vois, de jour zéro à fin de l'Everest, tu vois. Donc là, combien ça coûte, tu vois, combien ça coûte, déjà combien on va faire de sorties ensemble, où c'est qu'on va aller, combien de personnes il faut pour cadrer. faut que tu Et te poses, faut se poser une bonne semaine pour bien ouais, tout anticiper. faut bien réfléchir. Et, Faut appeler du monde, ouais. et donc voilà, moi je sais pas du tout. Enfin voilà, d'un point de vue business, je dis voilà, je pense que ça coûte à peu près tant. Je leur donne une fourchette. C'est une disclose le budget que tu leur dis au début là? Au début, non, c'est pas une disclose. Au début, je leur dis voilà, ça va coûter autour de 450, 600 000 euros, tu vois. Ok. 500 000 euros. Avec toutes les étapes. C'est ça, du départ à la fin, quoi. Tu vois, expédition à l'Everest. Et au global, on est resté dans ce budget-là. Ok. Donc, Trop bien. Donc, tu vois, et sachant qu'on a fait plus. C'est un vrai taf d'entrepreneur. Putain, ouais. On a fait plus que ce qu'on avait prévu de faire, tu vois. Et pareil, il me dit, bah, dis-moi qu'est-ce que serait le. En fait, il me dit déjà le budget, combien ça pourrait coûter, et aussi combien de jours il faut, tu vois. Combien de semaines d'entraînement. Il me dit, voilà, fais-moi un détail de qu'est-ce que tu penses que pour toi qui est l'idéal pour lui, tu vois. Et il y a quoi un peu dans ce plan-là, dans ce plan d'action? Bah, dans ce plan d'action, moi, je lui avais dit, ok, ce serait une semaine, 10 jours par mois. Ok. En montagne. Ouais. Avec une expédition à l'automne d'un mois. Ok. Et après, je lui avais dit, en fonction de comment se passe l'expédition à l'automne, peut-être. Qui est du coup votre premier voyage. Qui est notre premier voyage, où on fait la Madablam. Et après, je lui dis, bah voilà, nous, on va faire. On ferait sûrement peut-être une deuxième expédition au mois de janvier, tu vois, avant l'Everest, suivant comment se passe la première. Et si on voit qu'il y a trop de fatigue à ce moment-là, on ne fait pas d'expédition au mois de janvier, et après on fait la partie Everest qui dure 2 mois, avril-mai. Ok. Donc voilà, il y avait on va dire il y avait une partie optionnelle sur une deuxième expédition de préparation avant l'Everest, mais j'avais peur que ça fasse trop, tu vois, de fatigue cumulée, parce qu'il faut quand même arriver avec de l'énergie pour faire l'Everest, il faut arriver frais. Frais. Faut arriver Avec du poids. Ouais, c'est ça, tu vois, il faut arriver un peu robuste, quoi. C'est même pas tant être préparé physiquement, il faut être prêt à endurer de la souffrance, donc il faut arriver vraiment mentalement fort et robuste physiquement, tu vois. Donc si tu arrives que tu es déjà épuisé, c'est compliqué. Donc voilà, il y avait cette partie-là un peu en option et l'Everest. Donc voilà, c'est moi ce que je lui ai recommandé, quoi. Donc je lui ai dit en gros tous les mois, une semaine, 10 jours, vraiment en montagne et expédition le mois d'automne. Quand tu reviens au mois de novembre, repos, et après au redécembre, une semaine, 10 jours jusqu'au départ de l'Everest. Et après départ pour l'Everest, 2 mois, et voilà. Ouais, donc il y a plein de choses qu'on voit pas en fait dans le docu, quoi. Et et du coup, en fait, à chaque mois, on faisait, tu vois, on essayait de se donner un objectif pour la semaine, enfin, ou pour les 10 jours qu'on faisait ensemble. Et donc, on faisait, à chaque fois, on se donnait un objectif sur la semaine. Tu vois, ça pouvait être un sommet, ça pouvait être une course. Et à chaque fois, on mettait en place les entraînements différents par rapport à la fois d'avant. Tu vois, on reprenait un peu les acquis les premiers jours. On faisait un premier bloc d'entraînement, un jour de repos, et boum, on faisait la grosse sortie, tu vois. Ça a dû vachement le rassurer. Enfin, je trouve que tu as eu une grosse compétence, tu vois, pour décortiquer le plan. Je pense, tu vois, tout le monde n'est pas capable de faire ça, tu vois, d'anticiper. Je te disais avant de commencer, enfin, tu récupères avec tout le respect que j'ai pour toi, Inès, hein, mais tu récupères un touriste, tu vois. Clairement. Mais même lui, il le dit. Il le dit, tu vois, il le dit dans la vidéo. Et moi, je vois sa condition physique. Tu vois, moi, j'ai fait sport études tennis, je fais 1h30 de sport par jour. Je vois le début du film. Même, enfin, tu vois, du coup, quand il a annoncé le truc, j'ai commencé à regarder un peu ses vidéos et tout. Je me dis, il est pas sérieux. Il a cru, je me suis dit, ouais, il a cru que c'était facile, en fait, tu vois. Et je pense que ça a dû vachement. Enfin, tu me diras, toi, ce qui lui a plu, ce qui fait que ça a matché. Mais moi, je me mets à sa place, je me dis, putain, j'ai un mec, là, il me fait tout le plan d'action. Il a l'air assez serein. T'as gamifié le truc, comme tu le disais un peu. Il a dû dire, ok, là, je suis dans de bonnes mains, en fait. Tu vois, même si tu l'as pas fait et tu sais pas ce que c'est, tu
tu vois vraiment toute l'ascension, comment elle peut te réaliser. Est-ce que ça veut dire que toi, tu l'avais déjà un peu en tête, prévu pour toi? Non, même pas du tout. Non. Pas du tout. En fait, moi, je m'étais dit, ok, s'ils veulent aller à l'Everest en partant de zéro, dans l'idéal, c'est ces étapes-là qu'il faudrait faire, tu vois. Hmm. En fait, je m'étais Ah, mis comme un tu avais déjà plan. eu des clients un peu comme ça, peut-être un peu, et ça t'a aidé, non? Peut-être, ouais. Ouais, un petit peu, bah oui, Hmm. on le fait à plus petites échelles, tu vois. Des fois, tu le fais pour un Mont Blanc à la semaine. Hmm. Tu vois, le mec, le lundi, il arrive, il sait pas mettre une paire de crampons, et il faut que le vendredi, il fasse le Mont Blanc, tu vois. Donc tu le fais, on va dire, à plus petites échelles, et on le fait tout le temps, tu vois. Hmm. Et tu as toujours un plan, on va dire, au mieux, on va faire tel sommet. Si vraiment la personne, en fait, tu l'as sous-estimée, ou en fait, elle évolue plus vite que ce que tu pensais, donc tu peux faire, t'as un peu, on va dire, une fourchette haute, et tu as une estimation basse, où tu dis, ça, c'est vraiment le minimum qu'il faut faire pour pouvoir y aller en sécurité, tu vois. Parce que c'est vraiment Hmm. ça, en fait, le but, c'est d'être en sécurité sur ces sommets-là, tu vois. Et physiquement au point. Donc c'est vraiment le combo des deux qui fait Ok. que ça va matcher, quoi. Donc ouais, moi, en fait, moi, je me dis, voilà, à ce moment-là, je fais mon plan dans ma tête, et en fait, je lui détaille même pas tant le plan, tu vois. C'est-à-dire que je lui dis... Enfin, je lui dis dans les grandes lignes, tu vois, je lui dis, ah, bah, voilà, peut-être on fera le Mont Blanc, le Cervin, telle course, tu vois, un peu dans les grandes lignes. Mais je lui dis pas tel jour on va faire ci, tel jour on va faire ça. Ouais. Je lui dis ça va vraiment être un peu au Avec lui, feeling, ouais. en fonction de la météo, en fonction de toi, comment tu réagis. Voilà, il y a plein de facteurs en fait qui font Hmm. que tu vas choisir plus ou moins une voie. Est-ce que tu arrives facilement à anticiper sa vie de youtubeur, tu vois, un peu la fast life, où tu lui dis, bon, une semaine par mois, bah, le mec, ok, tu vois, il doit repenser tous ses tournages, il doit repenser son calendrier, ou finalement, en fait, il a joué le jeu à 100% et... Ben, moi, en fait, sa vie de youtubeur, moi, je m'en préoccupe pas. Tu vois. Je lui dis, mec, moi, ton projet, c'est faire ça. Faut que tu respectes ce que moi, je te dis. Hmm. Et si tu respectes pas les conditions, entre guillemets, d'entraînement et de préparation, bah, c'est pas la peine. Enfin, tu vois, genre, on n'y va pas ensemble, quoi. Tu trouveras Ok. quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, tu rempliras pas les conditions minimales pour aller sur un sommet comme ça, Hmm. tu vois, en étant bien préparé. Donc je lui dis, ça c'est à toi de gérer, tu vois. Donc est-ce qu'il faut que tu fasses... Après, moi j'ai rien à lui dire, tu vois. C'est à lui de gérer son emploi du temps, s'il veut faire plus de vidéos, moins de vidéos. Sachant que lui, il a un business quand même en parallèle, tu vois. Il Ouais. vit sur les vidéos. Il faut aussi qu'à un moment donné, tu vois, à ce moment-là, il fallait que lui il trouve de l'argent pour le projet Everest. Sachant qu'il n'y a personne qui y croit, tu vois. Tous les mecs disent, non mais, enfin, tu vois, la France entière lui dit, mec, tu vas mourir, Ouais, il se fait c'est bâcher. n'importe quoi. Hmm. Donc il n'y a personne qui y croit à ce moment-là, tu vois. Genre, il n'y a personne qui veut s'associer avec lui sur le projet. Et donc lui, il est producteur du documentaire. Hmm. Et du coup, C'est bah, son cash, quoi. ouais, c'est-à-dire qu'au début, c'est lui qui engage, il engage son cash à lui. Donc ça lui met une pression supplémentaire, tu vois. Donc il faut aller chercher les partenaires. Personne n'y croit. Lui, il met ses couilles sur la table, entre guillemets, parce qu'il sort son argent en perso. Et il faut qu'il gère cette nouvelle vie où il s'entraîne. Et en plus, il faut qu'il Hmm. continue à gérer toutes les OP, les vidéos qu'il a en parallèle, tu vois. Ouais. Donc c'est pas évident hein, pour lui, c'est vraiment. Et ça, moi, j'ai pas à intervenir là-dedans. Moi, je dis juste le minimum Ouais. qu'il faut que tu fasses, c'est ça. Tout début. Et après, tu te débrouilles, tu vois. Ok. Et voilà. Et après, À, euh, ouais. À quel moment t'as confiance en lui? alors, donc déjà, en fait, juste pour revenir Vas-y, peut-être vas-y. sur le déroulé, tu vois. Après, donc il me rappelle, il me dit, ok, c'est bon, on fait ensemble. En mode, il me dit, ok, c'est good pour moi. Je vais venir faire un stage un peu, tu vois, première fois. Hmm. Au mois de mai, je viens une semaine, 10 jours. Et là, limite, on voulait pas enfin, il voulait presque pas filmer, tu vois. Enfin, on savait pas trop, tu vois, s'il fallait filmer ou pas. C'était un peu la première fois. Et donc, C'est pour matcher, quoi. c'était pour matcher, puis voir C'est un aussi. date. En fait, il y avait deux choses, c'est qu'il y C'est un date de avait, grand-père. ouais, c'était clairement ça. Il y avait le côté, on va dire, un peu business et guide sur Hmm. le projet, mais aussi il fallait que ça matche avec lui, tu vois, parce que on savait qu'on allait potentiellement passer beaucoup de temps ensemble, tu vois. Donc lui, il voulait être sûr aussi Ouais. qu'en passant une semaine ensemble, ça match, tu vois, est-ce qu'on va bien s'entendre ou pas, ou alors est-ce qu'on est complètement sur deux choses complètement différentes, tu vois. Donc lui, il avait un peu peur de ça, ce qui est normal, tu vois, ses équipes aussi, tu vois, parce qu'il est quand même particulier, c'est une personne Ouais. un peu atypique, tu vois, et dans sa façon d'être, de s'exprimer, et, euh, et donc je dis, bah, ok, pas de problème, on commence au mois de mai. Et la première fois qu'il vient à Chamonix, je me rappellerai toujours, c'est
un soir au mois de mai, là, peut-être vers le 10 mai, quelque chose comme ça. Il débarque, il pleut, il faisait nuit. Et je dis, ah, ok, bah, on va manger. Donc je l'avais installé dans un hôtel à Chamonix. Puis je lui dis, bah, ok, on va manger un petit bout dehors en ville. Et en fait, là, déjà, entre l'hôtel et le restaurant, on se fait arrêter au moins 3 ou 4 fois et les mecs, ils le reconnaissent, tu vois. Alors qu'il faisait nuit au mois de mai, tu vois. Au mois de mai, c'est un peu la période entre deux, entre l'hiver et l'été. Il n'y a pas grand monde. On arrive dans le restaurant, tout de suite, le mec du restaurant, il dit, ah, monsieur Inoxtag, qu'est-ce que vous faites là et tout. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, j'avais pas pris conscience de la notoriété du mec, en fait. Tu vois, je me dis, ah ouais, ok. Je dis, mec, toi, t'es vraiment une vraie star, en fait. Et tu vois, le temps qu'on mange, il y a des gens. Pourtant, tu connais Kylian Jornet, tu vois. Mais ça m'était jamais arrivé, tu vois, même avec un mec comme Kylian ou tu vois, des énormes skieurs, tu vois, des Léo Slémet, des Xavier Delerue, tu vois, des gens qui sont quand même très connus dans le milieu de la montagne, dans leur univers. J'avais jamais vu des gens venir leur adresser la parole ou demander des autographes ou des photos, tu vois. Ou peut-être une fois ou deux, mais hyper rarement, tu vois. Et là, on est le soir, il fait nuit, les gens ils le reconnaissent direct. On mange à table presque, les gens ils venaient faire des autographes alors qu'on était en train de manger. En fait, les gens après ils nous attendaient dehors le temps qu'on finisse de manger. Et là, je me suis dit, ah oui, ok, le gars, il est vraiment connu, quoi. Ça te fait pas flipper, ça? Bah là, au début, ouais, si, ça me fait flipper un peu. Enfin, en fait, je me dis, au début, ça me fait pas flipper, ça me fait un peu marrer, tu vois. Et, ouais, tu comprends vite que c'est relou, quand même. Et ouais, en fait, je comprends que c'est relou pour lui, enfin, surtout pour lui, parce qu'en fait, t'es tout le temps regardé, t'es tout le temps épié de tout ce que tu fais. Et après, tu peux pas leur en vouloir non plus parce que tous les personnes qu'on croisait, ils étaient hyper bienveillants, tu vois, c'était donner de la force de fou en mode ah tu t'entraînes pour l'Everest, ah courage, tu vas le faire, tu vas bien, tu vois. Donc tu as cette émulation aussi qui fait que ça donne de la force, tu vois. Vraiment la communauté de malades, tous les mecs qui sont engagés de fou sur le projet, ils nous donnaient de la force H24. Mais par contre, tu as ce truc où bah c'est quand même un peu pesant, tu vois, t'arrives, t'es fatigué. Les gars, tu vois, il faut leur faire des photos, faut être souriant, il faut être bienveillant auprès d'eux. Et tu vois, parce que eux, c'est le seul moment qu'ils vont avoir, le seul contact qu'ils vont avoir avec Inox ou avec moi. Et c'est le moment qu'ils vont retenir toute leur vie, tu vois. Et si toi, tu es là, que tu es fatigué, que tu n'as pas envie, que tu en as marre, bah, faut quand même, tu vois, faut être bienveillant vis-à-vis d'eux parce que sinon, eux, ils vont dire, ouais, mais c'est un connard, ouais, il n'a pas voulu faire de photos, il n'a pas voulu faire ci. Donc c'est quand même un petit peu pesant. Mais en même temps, ça donne de la force et du courage. Et d'un autre côté, on se dit, on a volonté de bien faire les choses. Et moi, au début, c'est ce qui m'a vraiment motivé de bosser sur le projet quand il m'a validé. Parce qu'en fait, quand il m'a validé le projet, qu'il m'a dit, OK, je suis chaud qu'on fasse quelque chose ensemble, moi, je me suis dit, attends, mais est-ce que moi, j'ai envie de faire ça avec lui parce que je voyais les critiques dans le milieu de l'alpinisme. Je me disais, ah ouais, attends, mais avec l'influence qu'il a, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Sachant que de base, moi, j'étais censé être le mec de l'ombre, tu vois. Je devais pas du tout apparaître à l'image. Tu vois, ça s'est vite su, en fait. Je le filmais et après, voilà. L'histoire qu'on a créée tous les deux et notre relation fait qu'on a été mis en avant tous les deux sur le documentaire. Mais de base, moi, je pensais que ça allait être vraiment que lui, tu vois, comme dans la plupart de ses vidéos, c'était vraiment centré sur lui. À la limite, on allait me voir un petit peu, mais voilà, que je serais pas non plus un acteur principal du docu. Et en fait, moi, quand je vois au début la notoriété qu'il a vis-à-vis des jeunes, enfin l'influence qu'il a vis-à-vis des jeunes, je me dis, ce jeune-là, je peux pas le laisser partir avec n'importe qui, tu vois. Je me dis, pour la montagne, pour les valeurs qu'il peut transmettre, pour tous ces jeunes-là, j'ai pas envie qu'ils partent avec n'importe qui fasse n'importe quoi, tu vois. Donc, en fait, au début, c'est plus vis-à-vis de l'influence qu'il a que de lui, tu vois, parce que lui, moi, je le connais pas, en fait. Au final, tu vois, je l'ai vu une fois, une demi-journée. Il a l'air cool, mais tu vois ce que je veux dire, je suis pas fan de lui, je peux jamais trop regarder ses vidéos. Par contre, je vois l'influence qu'il peut avoir sur les jeunes, et je me dis, ouais, ce gars-là, on est obligé de faire quelque chose de bien avec ce gars-là, parce que on est obligé de le mettre dans la bonne voie. Il marche sur une crête. Ouais. Il peut tomber d'un côté ou de l'autre. C'est ça, tu vois, je me dis, pour la montagne et pour tous les jeunes, on est obligé de... Enfin, en tout cas, je me suis senti... j'ai un peu redevable de dire, OK, il faut que je lui enseigne les bonnes valeurs et que je lui montre les bonnes choses pour que derrière, il puisse transmettre à toute cette communauté, tu vois. Donc, c'est vraiment ça qui m'a motivé, on va dire, au début. Okay. Et donc, après, ben, voilà, et quand il débarque à Chamonix, ce premier soir où moi, je prends un peu une claque, où je vois l'influence qu'il a, que tout le monde le reconnaît. Et en fait, il a cette proximité avec sa communauté, tu vois, le fait de faire tout le temps des lives, de parler, de répondre à sa communauté. En fait, les gens, ils le connaissent. Les gens, ils le connaissent, et puis ils ont l'impression que c'est leur pote, tu vois, c'est leur pote. Donc, il s'adresse à lui comme s'il le connaissait, comme si c'était un pote de leur entourage proche, quoi.
Donc c'est marrant parce que tu vois, par rapport à d'autres stars, des fois il peut y avoir un peu une distance ou Ouais, quand tu croises une star hyper connue, tu vas pas avoir envie d'aller le déranger forcément. Tu vois, tu le reconnais, tu dis ah, salut. Mais là, lui, c'est ouais, vraiment tous les jeunes, ils viennent hyper naturellement vers lui, voilà, le donner de la force. ouais. Donc ça, c'était assez fou. Mais je te pose la question parce que du coup, il arrive à Chamonix. Qu'est-ce qu'en disent les anciens, les montagnards, tu vois? Moi, j'ai du coup ma famille, tu vois, j'ai de la famille à Bourg-Saint-Maurice. Je te disais, j'ai beaucoup de familles qui a grimpé. C'est un milieu un peu de puristes qui ont envie de euh, protéger leur montagne, tu vois. C'est pas toujours très bien vu effectivement, de débarquer de la capitale. Là, tu vois, c'est un peu. Bah, c'est YouTube, donc c'est le Parisien à son paroxysme, un peu, tu vois. Un peu le showbiz. C'est le petit jeune qui connaît pas grand, qui vient pas du tout de ce milieu-là. Qu'est-ce qu'on dit sur toi? Tu sais un peu ce qu'on dit dans ton dos ou quoi? Pour que les gens qui sachent pas, quand même, pour savoir à quel niveau c'est que le maire de Chamonix, par exemple, a interdit à ce qu'on prenne des vidéos en haut du Mont Blanc. Parce qu'il veut que ça reste. Dis-moi si je dis des conneries, hein, mais je crois que c'est devenu hyper légalisé. Enfin, il milite, tu vois, pour qu'il y ait plus de vidéos, pour que ça soit réglementé et tout. Donc il y a un côté ouais, très protecteur, quoi, très protecteur, qui est bienveillant aussi, tu vois, mais c'est vrai que là, pour toi, ça a dû être spécial à gérer. Ouais, alors moi, il y a vraiment eu, genre, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu deux rounds, c'est-à-dire que Mm. l'annonce de son projet, où là tout le milieu montagnard s'est un peu indigné, ouais, Everest, youtubeur, c'est que pour du buzz, c'est Mm. n'importe quoi, machin. Et Parce que vous puis, savez qu'il peut y arriver, en fait. S'il fait les choses sérieusement, vous savez très bien ouais, clairement, qu'il peut y clairement, arriver. clairement, Ouais. il peut y arriver, mais du coup, tu vois, l'Everest, déjà, c'est pas très bien vu dans le milieu de l'alpinisme, Ouais. Mm. pour toutes les raisons, tu vois, écologiques, surtourisme, exploitation des Mm. Sherpas, oxygène, corde fixe, enfin voilà, en fait, c'est pas la même chose, c'est pas le même Mm. alpinisme qu'on pratique dans les Alpes, donc c'est assez mal vu. Et puis il y a cette dimension aussi que ça coûte beaucoup d'argent, donc Mm. réservé à une élite, donc il y a énormément de jalousie en fait là-dedans, tu vois, de personnes qui rêveraient d'aller faire l'Everest, mais qui n'auront peut-être jamais les moyens ou qui pourront jamais y aller. Et Mm. moi-même, j'aurais jamais pu y aller si je n'étais pas guide et que je n'aurais pas eu ce projet avec Inox, tu vois, potentiellement, j'y serais jamais allé. Et, euh, le deuxième round, c'est le moment où les gens ils voient qu'on s'entraîne ensemble avec Inox. Où moi, j'ai quand même. Il y a beaucoup de personnes tu vois, qui me respectent pour ce que je fais et tout. Et là, ils se disent, ok, là, c'est intéressant, tu vois. Et donc là, il y a eu un moment où, un peu un silence, tu vois, où plus personne Mm. ne critique et tout le monde dit, ok, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Genre, Inox Mm. Tag, Mathis Dumas, Ça devient sérieux, en ça devient fait. sérieux, sachant que moi, je fais intervenir des personnes du milieu de la montagne. Donc, tu Mm. vois, des Léos Lemet, des Tom Lafaille, on rencontre des Vivian Bruchet, des Zébulon Roche, des David Gottler, enfin, tu vois, plein de personnes qui sont hyper respectées dans le milieu de l'alpinisme, qui viennent Qui ont envie de rencontrer. voir. Ouais, ok. Qui viennent rencontrer Inox et avec qui ça se passe super bien, tu vois, qui sont hyper, pareil, un peu sceptiques de premier abord, et puis en fait, quand ils le rencontrent, ça se passe hyper bien, ils en disent du bien Mm. de ce jeune homme qui va en montagne. Et du coup, là, il y a un peu une deuxième phase où les gens ils disent, bon, on sait pas trop où ça va aller, ça a l'air d'être dans une bonne voie, mais C'est ce qu'il fait, tu Mathis. vois, ouais, voilà, en mode, on attend de voir, tu vois, on attend de voir. Donc là, j'entends, ça parle beaucoup quand même, parce que les gens ils disent, ouais, c'est un peu n'importe quoi, Everest, machin. Mais en tout cas, moi, il n'y a personne qui m'a rien trop dit. Les gens, ils se questionnaient en fait. Ça questionnait énormément les gens. Tu vois, Mm. qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, quelles sont ses vraies motivations. Toi, même me posais tout le temps la question est-ce qu'il est vraiment cool, Mm. qu'est-ce qu'il veut faire, pourquoi il le fait. Enfin, tu vois, ça posait en fait beaucoup de questions, plus que des critiques, tu vois, au final. Et après, quand on a sorti la vidéo du Mont Blanc, donc l'été dernier, donc on a fait Mont Blanc et le Cervin. Et là, en fait, la vidéo, c'était quasiment un sans faute, tu vois, parce qu'on on intègre d'autres personnes, lui, il comprend les valeurs de la montagne, il les retransmet, on fait le Mont Blanc, et certes, c'est pas très dur, mais c'est le plus haut, donc c'est un peu le titre, voilà, honorifique. Derrière, on le fait d'une manière un peu différente avec descente en parapente. Mm. Derrière, on va faire le Cervin, qui est une montagne qui est pas du tout mise en avant, mais qui est Qui est magnifique et mythique, aussi ouais. quand même réputée pour pas être facile. Donc, tu vois, on fait un peu cette stratégie où je dis, ouais,
on fait le Mont Blanc, mais aussi on va faire une autre montagne, et comme ça les gens ils vont découvrir une autre montagne qui est moins connue parce que c'est pas la plus haute, mais qui est quand même emblématique. Et on l'a fait pour une autre raison, c'est parce qu'elle est hyper esthétique. Tu vois, ce Cervin qui est un peu tout seul, là, une pyramide, c'est magnifique. Tu vois. Et en fait, c'est un peu la même stratégie qu'on a fait à l'Everest, c'est-à-dire qu'on a fait et la Madablam, qui est pas la plus connue, mais qui est hyper belle, hyper esthétique, qui fait 6800 mètres d'altitude. Et on fait l'Everest, qui est là, pour le coup, c'est plus pour le titre honorifique, en mode c'est la plus haute, c'est la plus haute du monde. Alors, c'est peut-être pas la plus belle, pas la plus dure, voilà, mais c'est la plus haute. Et donc, tu vois, c'est aussi pour lui faire découvrir que tu peux faire une montagne pour plein de raisons, en fait, pour plein de raisons différentes. Il n'y a pas que l'altitude, en fait. Il peut y avoir, parce qu'elle est dure techniquement, parce que esthétiquement, tu la trouves belle, parce que elle est dans un endroit géographique dans le monde où, tu vois, peut-être ça peut être la montagne que tu vois tous les jours de ta fenêtre et que bah, tu dis, un jour, je rêverais de grimper la paroi ou d'aller à ce sommet-là. Donc, il y a plein de raisons, en fait, tu vois. Et on s'attarde trop souvent, je trouve, sur les chiffres, quoi, tu vois, sur l'altitude. Et nous, on fait que de le répéter à nos clients sans arrêt. On dit arrêtez de regarder le Mont Blanc parce que c'est le plus haut. Tu vois, je dis à côté du Mont Blanc, il y a plein de sommets qui seraient peut-être plus adaptés à vous. Vous aurez une meilleure expérience qui peuvent, et que vous pouvez le faire pour plein d'autres raisons, tu vois, parce que la course, elle est plus esthétique, parce que peut-être c'est plus adapté à ton niveau. Mais le problème aujourd'hui de notre société, c'est qu'on veut toujours un peu avoir ce titre. Tu vois, je voyais des fois des clients parisiens, ils me disent non, mais si je vais faire j'en sais rien, l'aiguille verte, je vais aller à Paris au bureau, les mecs ils en ont rien à péter quoi. Enfin, ils s'en foutent du sommet que j'ai fait quoi. Et donc ils ont ce truc où ils veulent toujours faire le sommet un peu qui est reconnu quoi. Donc, et donc souvent le statut quoi. Ouais, un peu pour un statut. Donc souvent moi je trouve c'est la. Alors tu fais ton sommet un peu statut, tu vois, par exemple le Mont Blanc. Et derrière, moi, je les incite vraiment à aller faire d'autres sommets. Tu vois, une fois que tu as fait ce sommet un peu qui te donne un titre ou un accomplissement, derrière, si tu aimes vraiment la montagne, il y a plein d'autres sommets hyper accessibles, hyper beaux, où tu vas avoir une meilleure expérience que le Mont Blanc parce qu'il y a du monde, parce que c'est dur aussi, parce qu'il y a l'altitude. Donc, tu peux faire plein d'autres choses en fait qui sont magnifiques. Ok. Et donc, ouais, du coup, il y a ce moment un peu de ce deuxième round. Et quand on sort la vidéo, au final, quasiment pas de critique. Tout le monde est hyper agréablement surpris par la qualité de production déjà de la vidéo du Mont Blanc, par les valeurs qu'on transmet et de mettre en avant voilà, le Mont Blanc en parapente, qui est quelque chose qui est pas courant, et le Cervin, que personne trop avait fait de vidéo sur le Cervin. Donc tout le monde est un peu surpris, agréablement surpris, et là ils se disent ok, bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner dans le futur, tu vois. Ouais. Tu l'as aidé un peu à gagner une crédibilité, en fait, j'ai l'impression. Complètement. À partir du moment où les gens ils ont vu que c'était associé avec moi, et à partir du moment où on a sorti la vidéo du Mont Blanc, ça a débloqué les partenaires, tu vois, pour financer son projet. Ah ouais? Ben Avant, ouais. il n'y avait rien? Bah, quasiment rien, parce que il y avait que AirUp qui s'était engagé avec lui dès le début. Mais les partenaires, tu vois, ils étaient hyper frileux. Là, ils voyaient la vidéo du Mont Blanc qui marche bien. Qui voient que c'est sérieux, tu vois que la préparation elle se passe quand même bien, tu vois, ils valident quand même 2 sommets sérieux dans les Alpes. Pas le parapente, mais tout le reste, ouais. Tu sais, franchement, même à sa place, t'as pas les sponsors. Je pense que ça, je l'aurais pas montré, tu vois, pour pas faire peur. Tu vois, ça a été courageux de sa part, tu vois. J'ai vu, je me suis dit, moi en voyant ça, je me suis dit, ouais, ok, c'est bon, il a tout bouclé parce que il est serein en fait, tu vois, de montrer. Après, ça, on sait que ça n'a rien à voir hein, entre toi et moi. On sait qu'il n'y a absolument rien, il n'y a aucune connexion entre ton mal, le mal de l'air que tu peux avoir dans un parapente et l'altitude. Mais tu vois, des gens non initiés, ils peuvent tiquer là-dessus, quoi. Ouais, clairement. C'est vrai que tu te dis, le Mont Blanc, c'était déjà. Tu vois, à ce moment-là, dans sa préparation, c'était déjà une épreuve compliquée et dure, combinée avec du parapente. Bon, ben voilà, mais ça a été comme ça tout le long, en fait. Tu vois, genre, il s'est surpassé là, tac, après, on a pris quelques jours de repos, on fait le Cervin. Tu vois, il a une capacité mentale. Et moi, en fait, à ce moment-là, il me surprend énormément, déjà toute la partie été, sur sa capacité physique et mentale tu vois, à se surpasser, à se dépasser, tu vois, à repousser ses limites. Et physiquement et techniquement, il apprend hyper vite. C'est-à-dire qu'il intègre tout ce que je lui dis. Je lui dis une fois, c'est intégré, il a compris tout de suite. Tu vois. Donc pour moi, c'est un pur bonheur de travailler avec lui parce que je lui montre un nœud, je lui explique une technique, je lui dis ouais, on va faire ça parce que ça. Et lui, tout de suite, hop, c'est acquis, c'est compris. Et
et quand il revient un mois après, il s'en rappelle. Ouais. Tu vois, il a intégré, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Et moi, l'une des premières choses que je lui avais dit quand on va en montagne, je lui ai dit, bah, tu déconnectes ton téléphone, là. Je lui ai dit, ouais, ton téléphone, je dis, quand tu es sur une arête, que tu es en montagne, je veux pas Y que a tu aies ton pas de- téléphone dans la poche qui sonne, qui vibre. Toi, tu vas penser, en fait, tu vas déconnecter du moment, tu Hmm. vas penser, te dire, ah merde, j'ai un tournage, ou j'ai un mail, ou j'ai un mec qui m'appelle, j'ai oublié. Et en fait, ça te sort du moment présent. Hmm. Donc, je lui ai dit, le téléphone, on oublie quand on est en montagne, on est concentré sur ce qu'on fait. Et donc, et ça, par exemple, tu vois, lui, il l'a appliqué à fond, quoi. C'est-à-dire qu'après, il Ouais. prenait plus son téléphone. Bon, il le prenait pour la sécurité, tu vois, si jamais il se passait quelque chose, mais en tout cas, il le mettait en mode avion. Hmm. On donnait des nouvelles, tu vois, à ses parents, à nos proches, en disant, ouais, tout va bien, on est au sommet, hop, tout va bien, on est au refuge. Mais tu vois, il a vraiment ce truc de déconnexion, et il me dit, mec, ça me fait un bien de malade, tu vois. Genre, lui, Ouais. vraiment, il ressent cette Mais- déconnexion, ce bien-être qu'il a de sortir un peu de ses réseaux, de cette vie à 2000 à l'heure. Et aussi du fait qu'il se concentre à 100% sur le moment présent Ah, et sur ce qu'on fait en montagne, tu vois. ok. Tu connais le iPhone Effect? Non. Tu mets des gens, tu fais 2 expériences. Tu prends une personne, tu lui demandes de poser son téléphone sur la table, éteint. Il est éteint, il est juste visible. Tu lui fais faire un test de QI. Le lendemain ou juste après, en fait, tu retires le téléphone de la table. Tu lui fais faire un autre test de QI, mais exactement du même niveau. En moyenne, les gens sont 20% plus intelligents quand il n'y a pas le téléphone sur la table. C'est-à-dire que même si tu le vois et que sa présence, elle est là, ça te fait perdre vraiment du quotient intellectuel, quoi. Ouais, une capacité. Et c'est un truc de ouf. Et du coup, ça a été montré sur plein d'autres trucs, sur l'empathie des gens, tu vois, genre, tu vas prendre un café en 20 minutes, une expérience où il y a une centaine de personnes, on leur fait faire des cafés, tu vois, en normal, de 20 minutes. Des fois avec le téléphone sur la table, des fois sans. Et à la fin, tu leur fais un petit questionnaire de satisfaction. Ils doivent mettre une note d'empathie et de connexion avec l'autre. Et en gros, je crois que la stat, c'est genre, les gens, ils ont trouvé les conversations 30% moins intéressantes. Tu vois, Ok, ah ouais. tu vois c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf à quel point t'as bien fait. Enfin, franchement, t'as bien fait de dire ça parce que ça joue à tous les niveaux, quoi. Clairement. De pas le voir, de couper. Surtout pour. Donc moi, Surtout lui, quoi. Ouais, surtout pour lui qui est ultra connecté, tu vois. Il avait plein de trucs à gérer. Puis, tu vois, il a toutes ses équipes à gérer. Il a plein de tournages en cours et tout. Donc pour lui, des fois, c'était pas facile aussi parce que, tu vois, il y a quand même Ouais. des enjeux financiers et des gros projets en parallèle à gérer. Et Puis vous avez du coup mieux connecté, quoi. Bien ouais, connecté, focus film, focus apprentissage, clairement. focus montagne, quoi. Clairement, lui, il est vraiment focus de 100%. Et puis moi aussi, j'hallucine sur son niveau physique, où je le vois progresser tu vois, à chaque fois à vitesse grand V. En parallèle, il s'entraînait avec Idriss à Paris, Hmm. son coach sportif. Et donc moi, c'était plutôt sur la partie technique, et voilà, de faire des choses un peu plus longues en montagne. Donc moi, Hmm. sur vraiment l'aspect physique pur. Ah, bien sûr. Mais par contre, je vois, tu vois, ce jeune qui a passé sa vie à faire des jeux vidéo, quoi. Enfin, tu vois, il a jamais vraiment fait de sport plus que ça, de manière sérieuse. Il a passé ces 10 dernières années à être connecté à un écran, à jouer aux jeux vidéo H24. Et je vois quand même, tu vois, il a des capacités physiques qui sont quand même, je dirais, un peu hors norme, parce qu'il est quand même doué dans le sport, Mm. tu vois, parce qu'il arrive il a réussi à évoluer hyper vite et aussi sans se blesser, tu vois, parce que c'est ça qui est important, c'est que tu peux avoir un gros niveau physique qui arrive très vite ou avoir un gros niveau d'entraînement, mais si tu t'entraînes aussi fort et aussi rapidement comme lui l'a fait, souvent les mecs ils peuvent se Mm. blesser, tu vois, c'est ça un peu le danger. Moi, ce que j'avais peur avec lui, c'est ce qui se blesse, parce que Et si là, tu te c'est. blesses, tu perds 2 3 mois, tu vois, sur un an, c'est énorme, hein. Et Hmm. pareil, avant de partir à l'Everest, tu vois, j'avais vraiment peur, il fallait vraiment qu'on dose. Tu vois, on a fait du ski de rando et tout, je voulais vraiment pas qu'il se blesse parce que, tu vois, en ski, c'est vite fait, tu tombes, Ouais. ou si toi, t'es un Tu peu. te fais vite les croisés ou C'est des ça, grosses c'est blessures, ça, en et plus, tu vois. c'est fin du projet, quoi. Parce que pour les gens qui sont peut-être un tout petit peu moins initiés, dans l'année, t'as quoi? Moi, de mémoire, on m'a dit, t'as 45 jours où tu peux grimper l'Everest. La fenêtre, elle est même plus petite maintenant. Non, mais c'est même pas. C'est à 3 jours dans l'année. Ouais, non, mais je veux dire. Non, vraiment, 3 jours le sommet, ouais. Le sommet, il y a des années, il y a un jour. Ouais. Alors, il y a la fenêtre potentielle, c'est-à-dire, tu vois, par rapport à la période de l'année. Après, tu arrives là-bas. Et une fois que vous êtes là-bas, bah, ça dépend de la météo. Et là, t'es entre 1 et 5 jours, quoi. Grosso modo, c'est ce qu'on me dit. C'est ça. En gros, la fenêtre potentielle, c'est le mois de mai.
C'est le mois de mai. Ok, donc 30 jours. Ok. Globalement, c'est le mois de mai. Ça, en général, c'est entre le 5 et le 25 mai. Ok. Globalement. Je pensais que c'était un tout petit peu plus grand, mais. Chaque année, c'est plus ou moins sur ces dates-là. Sachant qu'on avait regardé la stat, le jour où le sommet de l'Everest il a été le plus fait dans toute l'histoire de l'alpinisme, je crois que c'est le 23 mai. Ok. 23 mai, si tu prends tous les ascensionnistes, tu as tous les summiteurs de l'Everest, le 23 mai, c'est la journée où dans l'histoire, il y a eu le plus de mecs au sommet. Tu vois, tous les 23 mai de chaque année. Vous l'avez fait quand? Nous, on a fait le 21. Ok. Donc, tu vois, on n'est pas loin du truc. Hein. Proche. Et donc, ouais, en fait, en Himalaya, là, sur l'Everest, tu as un jet stream, ce qu'on appelle. C'est un vent d'altitude hyper fort qui est en permanence à plus de 200 km/h. Tu vois, c'est entre 150 et 200, 300 km/h. Tu vois, c'est presque 9000 mètres d'altitude. Et alors, je ne saurais pas expliquer pourquoi exactement, mais je sais qu'au mois de mai, ce vent, il tombe. Tu vois, à un moment donné, il tombe. Et enfin, en tout cas, il diminue fortement, voire il s'arrête. En fait, il se décale, j'ai l'impression. Tu vois, il est plus au même endroit, j'ai l'impression qu'il se décale. Et ça, c'est qu'au mois de mai. Alors, il y a un petit peu au mois d'octobre aussi. Octobre, septembre, ça le fait un petit peu, mais moins quand même. Et sachant qu'il y a la mousson. C'est possible aussi. Ouais, à une époque, il le faisait à l'automne aussi. Mais maintenant, c'est fini. Non, en fait, maintenant, alors, il fait trop froid. Ce qui s'est passé avec ce qui se passe avec le réchauffement climatique, c'est aperçu que la fenêtre météo, elle est de plus en plus grande. Ouais. Avant, apparemment, dans les années 80-90, il n'y avait quasiment pas de fenêtre. C'est-à-dire que tu faisais quasiment obligatoirement avec du vent. Alors ça, je ne sais pas si c'est qu'ils avaient moins de moyens pour mesurer vraiment, tu vois, le vent à cette altitude-là ou la météo, tu vois, c'était un peu moins fiable. Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, ils disent qu'a priori, chaque année, les fenêtres sont de plus en plus longues, tu vois. Donc, avant, c'était plutôt une moyenne à 1 à 2 jours. Maintenant, c'est plutôt 4-5 jours. Donc, en fait, la fenêtre s'agrandit. Et par contre, à l'automne, c'est quasiment impossible maintenant parce que la mousson, elle est de plus en plus tardive. C'est-à-dire qu'avant, la mousson, elle s'arrêtait début mi-septembre. Maintenant, des fois, on a la mousson jusqu'à mi-octobre. Et en fait, ça fait d'énormes énormes précipitations de neige. Et en fait, sur des pentes comme l'Everest, ça fait qu'il y a des énormes avalanches. Donc, c'est hyper compliqué. Donc, plus personne s'y risque vraiment à l'automne. Ok. Y a quoi, du coup, sur les camps du mois de juin où tout le monde... Enfin, je sais pas à quel moment vous redescendez, combien de temps ça prend et tout, mais on va dire du mois de juillet jusqu'au mois de février, il se passe quoi là-bas? Il se passe rien. Il se passe rien du tout. En fait, l'automne... Il laisse les tentes, il laisse... Non, il démonte tout, en fait. Il démonte tout est démonté. Tout est enlevé. Ce qui reste, c'est de temps en temps, c'est les déchets, du coup. Et ils essayent de au plus... Non, les déchets, maintenant, honnêtement, le camp de base, c'était clean. Toi, c'est vraiment clean. C'est au camp de base, c'est plus en haut que c'est plus compliqué, non? Ouais, sur les camps d'altitude, c'est plus compliqué au niveau des déchets. Mais tu vois, le camp de base, moi, j'ai halluciné, tu trouvais même pas... Tu vois, il n'y avait même pas un petit bout de plastique qui traîne par terre, tu vois. Genre, en fait, le Népal, ils ont compris, là, depuis 4-5 ans, que le camp de base, c'est regardé par le monde entier, tu vois. Et eux, c'est leur... mine de rien, c'est leur principale manne financière, tu vois. C'est... Quand tu es en restaurant, on te dit ta cuisine elle est dégueulasse, tu vois, le lendemain tu la nettoies en général. Et du coup là c'est un peu ce qu'ils ont fait. Le problème c'est qu'un pays comme le Népal, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et déjà nous en France on ne sait pas quoi faire de nos déchets. Alors eux, ils savent pas quoi en faire des déchets. Ils savent pas s'il faut les brûler, les enterrer, les envoyer dans d'autres pays. Donc en fait les mecs ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'il faut faire des déchets. Et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de déchets qui sont restés sur place. Et en fait, là, moi, ça me faisait rire parce qu'il y a beaucoup d'expéditions qui sont revendiquées nettoyer le camp de base, nettoyer les camps. Mais en fait, ils ont descendu les déchets, ils les ont enlevés du camp de base, ils les ont emmenés à Katmandou ou à Lukla, et ils sont dans un ravin ou sur un terrain vague. En fait, les mecs là-bas, ils savent pas quoi en faire des déchets, tu vois. Et tu peux pas les ramener vraiment en France. Le problème, il est plus profond que ça. Ouais. Et ouais, en fait, alors oui, ils ont nettoyé le camp de base, mais ils ont pollué un autre endroit du Népal, tu vois. Alors, ouais, c'est des vallées où il y a moins de monde, il y a moins de touristes. Mais la réalité, elle est là-bas. C'est qu'ils ne savent pas comment... déjà, pour nous, c'est hyper compliqué, hyper cher. Alors, pour les pays qui sont sous-développés... Ils brûlent. Ouais, ils brûlent. Il faut être honnête. Hein. Ouais, non, mais ça, ils brûlent. En général, ils brûlent tout ce qui est plastique, tout ce qui est déchets. Ou alors, ils y enterrent, ils y jettent à un endroit, tu vois. Et ils ne savent pas trop quoi en faire, quoi. On se demandait avec, tu vois, Sophie Lavaux, elle me disait c'est quoi le pire d'avoir 1 million de touristes dans les Alpes tous les ans ou d'avoir 500 000 bonhommes qui essayent de grimper l'Everest tous les ans, tu vois. Dis à notre avis, c'est quoi le plus polluant, tu vois? Ah non, mais c'est incomparable. Le Mont Blanc et les Alpes, c'est 1000 fois plus pollué que l'Everest. L'Everest, c'est un symbole. Mais nous, on voit les clients qui viennent dans les Alpes sur le Mont Blanc. Sur le Mont Blanc, je pense qu'il y a à peu près
200, 300 personnes qui doivent faire les grosses journées, il y a 200, 300 personnes qui vont au sommet. Ouais. Donc c'est l'équivalent de ce qu'il y a sur un an à l'Everest. Et ces clients-là, ils viennent du monde entier. Tu vois, ils viennent du monde entier, donc il y en a 200, 300 qui viennent de partout dans la France, partout dans le monde, tous les jours pour faire le sommet quasiment, et ça marche sur 4 mois. Tu vois. Sur 4 mois, tu peux faire le sommet du Mont Blanc. Donc la pollution générée par les transports, elle est 10 fois pire. Les transports en hélico pour les refuges, la pollution qui est générée. Alors nous, on sait gérer les déchets, on sait entre guillemets, les recycler, les brûler comme il faut. Mais c'est plus caché, en fait, c'est dissimulé. Ouais. Et il y a Ouais, c'est énormément... un peu hypocrite, tu vois. C'est un peu hypocrite, en vrai. Parce que quand on va à l'Everest, alors oui, c'est sûr qu'il y a un vol long courrier qui est inévitable. Mais après, une fois qu'on est au camp de base de l'Everest, tu vois, nous, notre camp, il a été monté tout en yak, à dos de yak. Donc tout le matériel qu'on avait, c'est tout monté à dos de yak. Et en fait, quand on est là-bas, pendant 2 mois, on consomme rien. Enfin, tu vois, on est quasiment pas sur nos téléphones parce qu'il n'y a pas d'internet. Donc, tu consommes pas tout ce qui est data, machin, les serveurs qui consomment énormément. On consomme très peu de viande parce qu'il y en a pas, c'est hyper compliqué d'en avoir. On consomme pas de vêtements, d'achats impulsifs ou quoi, on fait rien. On se déplace pas en voiture. Donc, en fait, sur les 2 mois, c'est sûr que ton impact, il est moins important que... C'est sûr que sur les 2 mois, ton impact il est moins important que 2 mois à Paris, tu vois, par exemple, ou moi à Chamonix. Ouais. Et du coup, c'est ça, c'est un peu hypocrite, tu vois. C'est vraiment en termes de bilan carbone. Alors, c'est sûr que c'est pas neutre et que c'est quand même un voyage qui pollue, on va pas se le cacher. Et moi, j'avais même regardé avec Inox pour y aller en vélo, tu vois. Je m'étais dit, si on veut vraiment marquer le coup, tu vois, je vais étudier toutes les possibilités parce que moi, au début, au train et tout, au c'est début, presque jouable, je lui avais dit, l'Everest, en fait, quoi qu'il arrive, on va se faire critiquer. Je lui ai dit que tu y arrives, que tu n'y arrives pas. Je lui ai dit, pour moi, c'est une mauvaise idée, l'Everest. Tu vois, je lui ai dit vraiment, moi, j'aimerais bien qu'on fasse une autre montagne, en fait, presque. Je voulais l'emmener sur quelque chose d'autre, tu vois, un autre sommet. Un sommet, tu vois, plutôt à 6000 mètres, quelque chose sans ox, du coup. Sans ox, sans corde fixe, où on laisse aucune trace, tu vois, vraiment en mode... Et je lui ai dit, ce serait bien de faire peut-être un sommet à 6000 vierge, tu vois. Comme ça, je lui ai dit, tu marques vraiment ton nom sur le truc, on peut lui donner un nom au sommet. On n'est pas dans... Il y a des sommets à 6000 qui sont encore vierges? Ouais, il y en a plein. Il y a plein de sommets à 6000, 7000 qui n'ont pas été gravés encore. Ah ouais? Ouais, en Himalaya, il y en a plein. Et du coup, tu vois, je lui disais, ça serait hyper intéressant, tu vois, de faire ça. Et puis pour pas être dans pas être suiveur, tu vois, de cette tendance, de cette trend, je lui dis, tu t'inscrirais dans quelque chose de nouveau. Et en fait, à partir du moment où on a enlevé le mot Everest du projet, où on voulait changer un peu il n'y a plus personne qui voulait financer. Tu vois, les sponsors, plus personne finançait, parce qu'en fait, tu veux faire une montagne, mais en fait, si c'est pas l'Everest, personne ne va en parler. Ouais. Donc, tout le monde voulait du sulfureux, en fait. C'est ça un peu, tu vois. Donc c'est un peu hypocrite aussi de la part des médias, de la part de tout le monde, tu vois. Et moi, j'avais un peu aussi à cœur, quand on fait la Madame Blam, que lui, il se rende compte, toi, de type de clients, de type de personnes qui grimpent ces montagnes. Souvent des personnes âgées, riches, tu vois, qui sont pas forcément le même état d'esprit que moi, je pouvais lui enseigner. Et que la montagne soit polluée, en fait. Et en fait, quand on fait la Madame Blam, il n'y a personne. On est 10 sur la montagne. Tout a été nettoyé. C'est le vrai himalayisme. Ouais, et tout a été nettoyé. Il n'y avait quasiment pas de déchets. Tu vois, même le camp 2 qui était réputé hyper sale, hyper pollué. En fait, tout a été nettoyé. C'est assez clean. Alors oui, il y a quelques petits déchets qui traînent, mais globalement, c'est hyper clean. Et le déclic que moi, j'espérais qu'il ait en faisant la Madapam, il n'a pas lieu. Et en fait, même moi, je me retrouve un peu piégé à mon truc. Je lui ai dit, tu verras la Madablam, peut-être ça va te dégoûter du truc, tu n'auras peut-être pas envie d'aller à l'Everest quand tu vas voir le type de personnes qui vont être là-haut, la pollution et tout. Et en fait, le camp de base, il est clean, les camps, ils sont clean, il n'y a personne sur la montagne. Donc, il n'y a plus de raison, il n'y a rien qui retient d'aller à l'Everest, tu vois. Et puis, si on enlevait comme je dis, si on enlève le mot Everest du projet, plus personne ne nous finance le docu, quoi. Donc... C'est une situation paradoxale, subtile à entrevoir. Et effectivement, tu vois, sur le sujet du tourisme, Everest versus Mont Blanc, tu vois, je trouve que c'est un peu, de la part des médias, c'est un peu taper, tu vois, justement sur l'image, tu vois, de la personne fortunée qui veut faire l'Everest. Effectivement, qui a zéro technique et qui a besoin d'un Sherpa pour pisser, tu vois. Et tu vois, c'est un peu taper sur ce... C'est facile de taper, en fait, sur ce personnage-là, tu vois. Et
Et c'est une façon de détourner le regard de son propre comportement aussi à soi. Tu vois, effectivement, Clairement. En fait, nous, on fait pas mieux, Ouais. tu vois. Nous, on fait pas mieux, on fait même pire. Mais c'est juste qu'on est plus malin, on le fait de manière beaucoup plus dissimulée, en fait, dans les Alpes. Tu vois ce que je veux dire? Hmm, C'est beaucoup plus caché, c'est moins impactant, tu vois, visuellement. Et puis, ça parle un peu moins, tu vois. Le Mont Blanc, ça va moins parler aux Américains qu'aux hmm, Indiens. Alors que l'Everest, ça parle à tout le monde dans le monde entier. Tout le monde sait que c'est le plus haut sommet du monde. Et du coup, l'impact, il est énorme. ouais, Et moi, ce que je trouvais, c'est que quand tu es au camp de base de l'Everest, c'est un reflet du monde à échelle macro, tu vois. Tu as les pourquoi? milliardaires qui côtoient les Bien mecs sûr. qui sont ultra pauvres. Alors, c'est même pas les Sherpas, parce que les Sherpas, ils sont riches au Népal, tu vois. C'est une C'est plus les communauté. porteurs, non, qui C'est les sont porteurs, ouais, les porteurs qui sont de castes inférieurs. Ouais. vraiment inférieures et qui, eux, pour le coup, ils sont, voilà, c'est vraiment ultra pauvres. Et du coup, tu vois ces personnes-là qui sont, en fait, qui se côtoient, tu vois, les différents types de comportements, les différentes Hmm, échelles. Et en fait, c'est ultra intéressant de voir, tu vas voir un milliardaire à côté d'un mec qui est ultra pauvre, ce que, en fait, normalement, tu vois quasiment jamais, parce que dans les grandes villes, hmm, où, tu vois, les riches ils sont à Monaco, à Paris, tu as les quartiers voilà, où les personnes sont aisées, ça se mélange pas trop, en fait, tu vois. Et là, hmm. tout est mélangé, et du coup, tu vois vraiment voilà, le comportement de chacun, comment... qui a besoin de quoi. Donc je trouvais que c'était hyper intéressant de voir Ouais. ça. Tu as vraiment ce truc un peu macro. Et on voit aussi un peu les différentes puissances des nations, tu vois. Genre, là, à l'Everest, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, maintenant, nous, on a perdu tout contrôle sur cette montagne, tu vois. Nous, Les euh, Européens, tu veux dire, les ouais, Français? ouais, les Occidentaux, nous, on arrive un peu en donneur de leçons, en mode, oui, faut arrêter la pollution, il y a trop de monde. Et du coup, en fait, bah, nous, déjà, c'est une mauvaise pub chez nous, donc il y a très peu d'Occidentaux maintenant qui y vont, enfin Hmm. d'Européens. Il y a encore un peu d'Américains qui y vont, mais Sinon, c'est quoi? C'est ouais, asiatique? c'est ça, le gros du, Les du Émirats? tourisme, c'est indiens qui sont juste à côté. Il y a énormément de riches indiens qui y vont, les Chinois, Hmm. Coréens, Japonais. Et eux, tu vois, par exemple, l'Inde et la Chine, la surpopulation, ça leur fait pas trop peur. La pollution, c'est pas trop leur problème. Et du coup, tu vois, amenés sur ces montagnes-là, eux, et puis en plus, eux, c'est leurs Alpes à eux, un peu, entre guillemets, tu Ouais. vois. C'est à côté de chez eux, donc ils sont là, mais là, qu'est-ce que vous voulez enfin, vous n'allez pas nous donner des leçons, tu Ouais. vois, on est chez nous, quoi. Ouais. Donc, tu vois, il y a un peu ce truc un peu paradoxal, qui est un peu bizarre. Ah, Et en c'est fait, ouf. 60-70% Les gens des oublient, ouais. des clients, c'était ça, quoi. C'était indiens, chinois, Ok. qui sont Ouais. ultra présents, quoi. Et du coup, ils n'ont pas les mêmes problèmes et Ouais, les les mêmes mêmes priorités, ouais. priorités que nous, on peut avoir, tu vois, en Europe Ouais. ou aux États-Unis, quoi. Donc, Mais je discutais, tu vois, j'ai des très bons potes thaïlandais, tu vois, j'ai vécu en Thaïlande pendant 1 an et demi. Et j'avais un pote thaïlandais qui me disait en rigolant, il me disait, mais nous donnez pas le son sur les trucs à pas faire alors que vous les avez fait pendant 30 ans, tu vois. Et, et tu vois, et ça m'avait marqué de dire la façon avec laquelle il le disait. Moi, c'était très taquin, c'était rigoleur et tout, mais dans la profondeur, c'est vrai en fait. Tu sais, je pense, il y a besoin d'une certaine maturité pour comprendre, tu vois, qu'il y a des enjeux écologiques. C'est pas parce que nous, on les comprend. Eux, ils ont pas pu kiffer pendant très longtemps parce qu'il y avait pas de... Il y avait zéro richesse, tu vois. Et maintenant qu'ils en ont un peu, on leur dit, non, non, vous avez pas le droit d'en profiter, les gars. Tu vois, donc... il y a aussi ça, tu vois, qui est un peu clairement, ouais, subtil à gérer, tu vois. c'est sûr, ouais, c'est sûr. Les mecs, ils ont besoin de faire du bid job pour le Népal. C'est une manne financière qui est énorme. Ils ont besoin de faire Mm. rentrer de l'argent. Et eux, ils n'ont pas envie que ça s'arrête, tu vois, clairement pas. Ouais. Et ils voient que, en fait, en montant les prix, les gens, ils sont toujours prêts à payer parce que l'Everest, ça restera unique. Et du coup, ouais, non, faut vraiment. En fait, on peut pas regarder, nous, avec notre œil Mm. d'Européen et de juger, tu vois. Il faut vraiment comprendre, eux, leur situation, Ok. qu'est-ce qu'elle est en se mettant à leur place. Et il faut essayer de les aider, tu vois, pour que ça aille mieux, leur faire comprendre que. En fait, il faut leur faire comprendre via le business. C'est le seul moyen qu'ils peuvent comprendre, tu vois, c'est de leur dire Mm. si tu laisses ton truc dégueulasse, les gens ils viendront plus. Si les gens viennent plus, il n'y a plus de business, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ton truc c'est cool. Ah ouais. Donc, c'est le seul moyen de dire voilà, si vous voulez que ça continue, il faut faire attention à la montagne, il faut vraiment la protéger. Ah ouais. Enfin, moi, c'est le seul moyen que je trouve qui est viable, toi, Ouais. pour leur faire comprendre, tu vois. Et Et c'est marrant, il y a exactement la même chose sur les plages en Thaïlande avec les coraux, tu vois. Il y a la plage qui s'appelle la plage de Maya Bay et de Tonsai, tu vois, c'est les... Alors non, j'ai plus le nom exact, mais en gros, c'est celle où il y a eu le film James Bond et le film La Plage, tu vois. C'est les deux plus belles plages de Thaïlande. Et avant, il y avait des coraux magnifiques, magnifiques. Et du coup, plein de touristes qui vont faire du snorkeling, qui vont sur la plage et tout.
Et en un coup, il y a eu un média américain qui a dit mais vous avez vu la différence qui s'est passée pendant 30 ans? Et du coup, les Américains sont mis à boycotter le truc. Et du coup, là, ils ont dit ok, bah maintenant, on va fermer le truc pour que ça se régénère pendant 3 ans pour que ça soit à nouveau attractif, quoi. Donc c'est exactement un peu le même, C'est ça. même ce Et t'es système, obligé, quoi. le problème, c'est que tu es obligé d'aller. À L'humain, outrance. l'humain, tu es obligé d'aller à l'extrême jusqu'à te. Tu Hmm. vois, c'est un peu ça C'est fou. la problématique un peu qu'on a. Et, moi, je me rappelle, Inox, il m'a sorti une phrase quand on était sur la montagne. Il me dit, mais en fait, l'Everest, c'est l'endroit le plus propre du Népal. Tu vois, pour en comprendre le délire, tu vois, parce qu'en fait, tout le monde est fixé sur l'Everest, mais Hmm. en fait, tu vois, Katmandou, c'est surpollué, il n'y a aucune gestion des C'est déchets, le tiers-monde. c'est le tiers-monde. Et du Hmm. coup, tu vois, lui, il me dit, l'Everest, c'est l'endroit le plus propre du Népal, quoi. Tu te dis, ah ouais, c'est. Alors que nous, on a l'impression que c'est les mecs qui disent, ouais, tu grimpes sur une déchetterie, je sais pas quoi, enfin, tu vois, Ah ouais. c'est Non, c'est fou, tu vois. Alors que maintenant, ils font hyper attention, on est obligé de redescendre des déchets, tout le monde essaye de nettoyer les camps et tout. Donc, mais ce qui est compliqué, c'est que malheureusement, tu peux aller que très peu de journées au camp 4, tu vois, qu'on a Hmm. montré où il y a la pollution. Tu peux y aller peut-être aller une dizaine de journées dans l'année. C'est à 8000 mètres, donc c'est compliqué. Chaque kilo là-haut, c'est énorme à redescendre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de pollution qui n'est pas volontaire, en fait. Alors, je dis pas qu'il n'y en a pas, hein. Il y a forcément des mecs qui ont laissé des déchets de manière. Et nous, on l'a vu d'ailleurs en live, hein. On voit des mecs qui partent, ils ont laissé plein de déchets. Mais en fait, c'est même pas les Occidentaux, tu vois, c'est les Sherpas, tu vois, les Sherpas ou des porteurs, tu vois, qui ont. Pour pas redescendre les déchets, pour pas les porter parce que les clients ils veulent pas les porter, les mecs ils laissent tout sur place et ils disent ouais c'est bon avec le vent ça part en Chine et c'est bon tu vois. Hmm. C'est un peu ça la démarche qu'ils ont eue pendant longtemps je pense. Tu vois, même les bouteilles d'oxygène à une époque ils les jetaient de l'autre côté de la montagne et quand elle était vide ils la jetaient et c'était fini quoi. Alors Hmm. maintenant ça marche plus parce que voilà les bouteilles d'oxygène elles sont en carbone, elles coûtent hyper cher donc ils redescendent tout mais tu vois à une période ça marchait comme ça et en fait, aussi, ce qui se passe énormément, c'est que ces camps qui sont exposés aux avalanches, au vent hyper violent, bah, des fois, peut-être au mois C'est de ça. mai, début du mois de mai, le 10 mai, tu vas poser une tente au camp 3, au camp 4, avec du matériel. Tu vas laisser des bouteilles d'oxygène, tu vas laisser de la bouffe, des bouteilles de gaz, peut-être des duvets. Et en fait, s'il y a une tempête entre le 10 mai et le moment où toi tu veux faire le sommet, Putain, bah ouais, tout se fait arracher, ça explose de partout. Tu retrouves des déchets. Tu vois, en fait, toute la zone sur 50 mètres, la tente, elle s'est déchirée en 1000 morceaux. Et après, c'est pris par la neige. Si tu enlèves pas tout de suite, en général, tu peux pas l'enlever tout de suite parce que les mecs, ils veulent faire le sommet. Donc, après, tout est pris dans la glace. Donc, ça prend 1000 ans à enlever. Et ça, Hmm. depuis 30-40 ans qu'il y a des expéditions qui mettent les tentes au même endroit. Et que chaque année, il y a des tentes qui se font piéger avec du matériel qui se fait piéger. Et c'est pris dans la Hmm. glace et du coup ça fait des zones en fait tous les camps on voit les images hein, qui sont polluées, on voit ces tentes qui sont éclatées Ouais. et parce qu'en fait ça prend trop de temps Hmm. à les enlever donc chaque année ils dépolluent parce qu'il y a aussi un peu une fonte, le glacier il bouge donc il y a des déchets qu'ils arrivent à récupérer et à descendre mais globalement c'est très compliqué ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc il y a aussi cette problématique là aussi qu'il faut comprendre tu vois que c'est s'il n'y a pas des refuges comme chez nous, construits en dur, et tu mets des tentes Et au même tout endroit. ce qui va bien. Ouais. Et tu vois, nous, un coup, là, quand on était au camp 2, il y a eu une tempête, il y a eu 10 tentes qui se sont envolées, Ouais. parce qu'il y a eu du vent à 150 km/h, et du coup, les tentes, elles Hmm. s'arrachent, elles se déchirent en 1000 morceaux, et ça en fout de partout. Ouais. Bah, tu sais, sur le GR20, je disais ça, je parlais avec un mec d'un guide, d'un refuge, et le gérant d'un refuge, et il me disait, bah, je lui disais, mais comment ils redescendent les déchets et tout, parce qu'il y avait des bonnes poubelles et tout, machin. Puis il me montre une espèce d'énorme bassine, tu vois, et il me dit, bah, on met tout ça là. Et je dis, mais comment ça descend? Bah, il y a un hélico qui passe tous les ans, qui vient descendre, tu vois. Donc tu te dis, bah, ok, ouais, effectivement, c'est. Même là, enfin, tu vois, les problématiques des déchets, c'est un vrai sujet, quoi. Tu vois, de partout. Honnêtement, Donc, on en partout, parle à l'Everest, mais en fait, c'est partout, c'est une partout. problématique de tous les jours, de partout dans le monde, tu vois. Mm. Même le GR20, comme tu disais, c'est 20 000 personnes par jour sur le sentier. Enfin, tu vois. T'imagines l'impact sur la, C'est sur ju- la faune et la flore, Ouais, elle est énorme comparée ouais. à. Mais je disais, tu vois, je disais à mon pote, tu vois, quand tu ouvres une barre de céréales, et tu sais, il y a toujours un tout petit bout. Ce petit morceau de plastique, ouais, carrément. Donc, tu vois, il y a le gros bout que tu le gardes dans ta poche, et puis il y a toujours le petit qui s'envole, et tu te dis, ah, c'est pas grave. Bah, tu fais ça 20 000 personnes tous les jours pendant 4 mois de l'année, tu vois.
Tu vois, si juste t'oublies une fois ton petit bout de plastique un peu tous les jours, tu vois, Ouais, ça va hyper tu te vite. dis, c'est pas grave. Tu dis, c'est bon, c'est un Ça mini va. bout de plastique, c'est une C'est confetti, tu vois. huge. C'est huge. Ouais, Et ça, à l'échelle de milliers de personnes, sur des nombres de journées incalculables. Ouais. Donc non, c'est pour ça que aussi chaque petit geste compte et que nous, en tout cas moi, à travers Inox et à travers le documentaire, on voulait aussi, on a été méga transparent, tu vois, sur ce qu'on a vu là-haut, sur nos moyens de transport, tu vois, on se fait déposer en hélicoptère à Lukla, parce qu'en fait l'avion il volait pas à ce moment-là, donc on est obligé de se déplacer en hélicoptère. Alors, en fait, pour chez nous, ça nous paraît quelque chose d'aberrant. Oui, ils ont pris l'hélicoptère. Ici, c'est réservé aux riches, tu vois, il y a personne qui prend l'hélicoptère en France. Et en fait, là-bas, c'est un moyen de transport lambda. Tous les gens qui vont faire du trek dans ces zones-là, tout le monde prend l'hélicoptère, tu vois. Et au final, ça consomme sûrement moins que de prendre la voiture, parce qu'il n'y a pas vraiment de route. T'es obligé de prendre... Moi, une fois, j'ai fait le même chemin en voiture, ça nous a pris 2 jours, avec un 4x4 qui est pourri, qui consomme de malade, qui rejette une fumée noire de fou. Donc tu te dis, tu vois, au final... Il n'y a pas de mieux et de moins bien, tu vois, mais bien sûr, c'est dur de faire le trade-off. C'est dur de juger, tu vois, en voyant les images. Mais nous, on avait vraiment à cœur, en tout cas, de montrer des belles images, d'être transparent dans ce qu'on faisait. Et en fait, on ne pouvait pas traiter, tu vois, l'écologie non plus dans le documentaire. Enfin, pas à juste titre, parce qu'à partir du moment... Autant que certains l'auraient voulu. Ouais, voilà, tu vois, on les entend, les critiques. Moi, je les ai vues. Et en fait, les critiques, elles étaient hyper constructives pour nous aussi, parce que pour nous aider à faire le meilleur documentaire possible. Mais l'écologie, à partir du moment où tu vas à l'autre bout du monde, que tu prends un vol long courrier, les mecs, ils nous auraient défoncé, tu vois. Donc, à partir du moment où, en fait, c'est ça aussi un peu le problème des fois que je reproche dans les écolos qui sont hyper actifs, c'est que il n'y a jamais rien qui va, tu vois. Et je comprends, et c'est sûr que ça va pas, mais tu peux pas t'arrêter de vivre non plus, tu vois. On essaie de faire passer des messages qui sont plus forts et qui vont encourager les gens à aller dans la bonne direction, tu vois. Mais là, nous, on n'était pas cohérents dans ce qu'on faisait. Tu vois, on allait à l'autre bout du monde en avion. Et derrière, même si on y serait allé en vélo, et c'était pas possible d'y aller en vélo, j'ai regardé, il y a des conflits armés partout. Tu as l'Ukraine, la Turquie, Iran, Afghanistan, c'était impossible. Tu vois. Enfin, c'était très compliqué et très dangereux. Et donc, on est obligé de prendre l'avion. Et le bateau, ça consomme encore pire. Et même si on y serait allé en vélo, entre guillemets, les mecs, ils nous auraient dit, oui, mais de faire 20 millions de vues sur YouTube, ça consomme X tonnes avec les serveurs. Non, il y aurait toujours eu un truc. Donc, tu vois, il y a toujours quelque chose. Et des fois, je trouve que c'est ça un peu la problématique dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que tout le monde critique tout le temps sur ça va jamais. Alors que quand il y a des choses qui vont dans le bon sens, il faut quand même les souligner. Et parce qu'en fait, à force de faire ça, on écœure les gens. Tu vois, les gens, ils n'ont plus envie de faire d'efforts. Tu vois, à force de dire ça va jamais. Oui, mais tu portes un t-shirt Nike, ça va pas parce que... En fait, j'ai découvert aussi dans ce projet que tout est sujet polémique, tu vois. Tout est une polémique, tu vois. Ouais. Tu manges de la viande, ça va pas. Tu prends la voiture, ça va pas. Tu prends une voiture électrique, ça va pas non plus. Tu prends... tu vois ce que je veux dire? Tu te fais tacler tout le temps. Tout est sujet à polémique, tu vois. Donc, c'est compliqué. Ça, ça doit être usant. Ça, c'est usant. Faire attention à tout le temps, tu vois. Je pense à un mec comme Inox, il est méga regardé et vous avez les épaules solides, hein, parce que franchement, c'était sûr, comme tu l'as dit, c'était sûr que ça se produit, qu'il y a des critiques et tout, quoi. On a déjà fait 2h10. Alors, je sais que vous faites du long, mais faut essayons de conclure un peu, tu vois, sur des choses un peu positives. Mais t'as des trucs après là? Faut pas que je te libère, mais pas d'heure. T'inquiète, c'est bon. Mais merci en tout cas. Franchement, trop cool parce que là, on refait le monde. Tu vas hyper loin dans le détail, on comprend grave bien. Donc, j'espère qu'on passe les bons messages. Toi, donc l'acclimatation, elle dure. Votre voyage là-bas en tout, vous faites 2 mois à peu près? C'est ça, on fait 8 semaines. Ouais. 8 semaines. Combien de temps Donc il y a les 10-12 jours pour rejoindre à pied le camp de base, c'est ça? C'est ça, ouais. Il y a 12 jours. Nous, on a fait un peu des petits détours, tu vois, pour faire des petits sommets d'acclimatation, des petites montées. Ok. En 12 jours, on est au camp de base. Et après, quand on arrive au camp de base, en fait, tout va assez vite, hein, parce qu'on a donc on va dire, les 15 premiers jours de trek, d'acclimatation. On arrive au camp de base qui est à 5300 mètres d'altitude à peu près. Et après, on fait une première rotation d'acclimatation, en fait, qui n'est pas traitée dans le documentaire. Ouais.
Tu peux expliquer rapidement aux gens qui nous écoutent ce que Ouais, c'est, ouais. carrément. En fait, c'est-à-dire que pour monter à... Donc là, nous, on est monté au sommet de l'Everest, mais on a mis le masque à oxygène à peu près à 7000 mètres d'altitude. Et en fait, il faut qu'on soit acclimaté quand même. Même avec le masque à oxygène, tu es obligé de t'acclimater pour être bien à 7000 mètres, voire plus parce qu'avec le masque à oxygène. Donc, en fait, on fait une première rotation qui nous permet de nous acclimater. Donc, on va dormir une première nuit au camp 1 à 6100 mètres à peu près. Après avoir passé 2-3 jours au camp de base, tu vois, on passe 2-3 jours au camp de base pour se reposer. On fait une première montée au camp 1. Ça nous permet aussi de poser du matériel. Tu vois, on va poser du matériel pour être plus léger que le jour où on part pour le sommet. Donc, on va faire une nuit au camp 1 à 6100. Après, on va dormir au camp 2 à 6600 presque. Donc, tu remontes de 500 mètres. Donc là, on est Donc juste... tu redescends en fait à chaque fois. Tu redescends tu redescends au camp de base. Non, non, là, on a fait vraiment une seule rotation. C'est-à-dire Ok. qu'on est monté un premier coup. Alors, on avait fait une première marche sur le Pumori. On est monté au camp 1 du Pumori. Ouais. Où là, du coup, on est monté à 5800 mètres. Donc, on a fait une première marche à 5800 mètres. On est revenu au camp de base. Après, du camp de base, on est allé au camp 1. Donc, Ok. 6100 mètres, là, on a fait une première nuit. Du camp 1, on est reparti pour le camp 2. Donc là, 6600 mètres d'altitude. Où on fait une deuxième nuit. Là, on reste dormir 3 nuits, il me semble. Ok. Et on fait une marche pour monter au pied de la face sud, enfin au pied de la face du nord du Lhotse, où on monte à 6800 mètres d'altitude à peu près. Ok. Et là, on redescend au camp de base. Et donc là, on a fait une sorte de rotation d'acclimatation, tu vois. Ok. Où on a passé plusieurs nuits à 6500 mètres, qui nous permet de bien nous acclimater. Et de toute façon, on sait qu'au-delà de 7000 mètres, on aura le masque à oxygène. Donc après, globalement, ça va aller. Donc c'est à ce moment-là que tu as les premiers gros effets de l'altitude et que tu trinques le plus. C'est là le plus dur parce que c'est le moment de l'acclimatation qui est le plus dur, qui est le plus compliqué à gérer parce qu'il ne faut pas monter trop vite, il faut s'écouter et en même temps tu passes des nuits qui sont horribles, tu te fais démonter par l'altitude, il fait froid. C'est quoi toi le pire symptôme que tu as eu? Honnêtement, là, cette acclimatation, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Mais ouais, tu as mal à la tête, t'as mal à la tête. T'as l'air qui est hyper sec en permanence, là, donc quand tu dors, tu vois, la nuit, il fait moins 15, moins 20, ça te tue là. Enfin, moi, ça me fait hyper mal aux bronches, tu vois, je suis un peu sensible des bronches. Donc, c'est les petits masques, du coup, que vous mettez. Ouais, c'est ça, c'est les masques qu'on voit, là, pour la journée dans l'effort. Mais la nuit, tu peux pas vraiment dormir avec. Donc, tiens, on doit essayer de dormir avec un bœuf, mais c'est oppressant, donc tu finis toujours par dormir sans. Donc, ouais, il y a tous ces symptômes-là, ces effets de l'altitude qui sont un peu désagréables. Digestion aussi, peut-être? Digestion, pas évident, ouais, pas évident. Moi, au niveau du ventre, ça allait, mais tu vois, pareil, faire hyper attention à l'eau, que tu dois bien faire fondre la glace. La nourriture que tu prends, tu vois, la nourriture, c'est sûr que tu prennes de la nourriture que tu as l'habitude, que tu aimes bien. Donc, tu vois, on avait testé pas mal de sachets lyophilisés avant chez nous pour être sûr d'avoir vraiment des aliments que tu as envie de manger. Tu manges 100% lyophilisé? Ouais, sur les camps, ouais. T'es obligé, c'est le plus simple, quoi. T'es obligé d'avoir des... Nous, on prenait des gels, toi, type Mortine, qui sont vraiment pas mal pour le coup, et pour l'effort. Et après, dans les camps, on prenait des sachets lyophilisés, c'est le plus léger, en fait, à transporter, qui prend le moins de place. Et ouais, tu pisses énormément, tu es obligé de t'hydrater en permanence. Donc ça aussi, c'est un peu compliqué à gérer parce que quand tu es la nuit dans la tente qui fait moins 15, t'as pas envie de sortir. Alors, du coup, on utilise des bouteilles dans lesquelles on pisse. Mais en même temps, la bouteille, il faut aussi tout de suite la vider parce que sinon, elle gèle intégralement. Et du coup, après, tu te retrouves avec un bloc de pisse. Tu vois, il y a plein de problématiques comme ça qu'on ne se rend pas compte. Ouais, tu vois. Mais en fait, cette première rotation d'acclimatation, c'est la plus importante et c'est la plus dure parce que c'est là où vraiment tu ressens les effets de l'altitude plus, quoi. Okay. Et une fois qu'on a fini cette rotation d'acclimatation, on redescend au camp de base et là on arrive dans une période d'attente un peu entre guillemets pour le créneau pour le sommet en fait. Okay. Et parce que le moment, je me souviens plus exactement en termes de temps, l'ascension jusqu'au sommet, vous avez pris combien de temps pour faire camp de base, camp 1, camp 2, camp 3? Nous, ça nous a pris 7 jours en tout. Ouais. Sachant qu'on a resté 3 jours à camp 2 pour attendre la météo. Okay. En fait, on est monté et après on a rattendu parce qu'on n'était pas. Finalement, la météo était moins bonne que prévu. Ah ouais, on voit très bien. Et du coup, nous, en fait, quand tu redescends de ta rotation d'acclimatation, l'idéal c'est d'avoir 3-4 jours de repos au camp de base et boum, de repartir. Tu vois, ça c'est l'idéal parce que tu as encore t'as une bonne adaptation à l'altitude et en même temps, tu n'es pas trop fatigué, tu as eu le temps de te remettre. Okay. Et donc, nous, quasiment 3-4 jours après qu'on soit redescendu, il y a une fenêtre météo qui se pointe. Donc ça, c'était autour du 9-10 mai. Mais en fait, moi, je vois avec le routeur météo qu'il y a plus ou moins 40-50 km/h de vent au sommet, quand même.
Et je me dis, ok, s'il se plante d'un tout petit peu, tu vois, si c'est plus ou moins, en général, je me dis c'est plus ou moins 20 km/h. Si c'est plus 20 km/h, ça veut dire 60 km/h de vent. Là, ça devient chaud. Là, ça devient vraiment compliqué, tu vois. Tu as vraiment des gros risques d'engelure et de pas réussir à faire le sommet, tu vois. Donc là, moi, je dis, bon, les gars, on laisse tomber, on prend pas le risque. Tu vois, moi, je leur disais vraiment à chaque fois, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc là, il y avait un doute et j'aurais dit, c'est pas grave, on atteint la prochaine fenêtre. Mais sauf que là tu es dans un dilemme parce que la prochaine fenêtre, elle n'arrivait pas avant 10 jours. Et là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu refais une rotation d'acclimatation? Est-ce que tu restes au camp de base? Est-ce que tu redescends plus bas pour te reposer, mais tu perds de l'acclimatation? Donc, tu vois, il y a toutes ces questions qui ne sont pas évidentes à gérer, sachant que si tu refais une rotation d'acclimatation, c'est-à-dire qu'il faut retraverser l'icefall, c'est hyper dangereux, tu peux te blesser, tu peux potentiellement mourir. Donc, tu vois, il faut vraiment peser le truc. Donc, nous, on a choisi au final de rester au camp de base et de faire des petites marches autour du camp de base. Et voilà, et après finalement, là, on nous dit, voilà, le premier jour, première fenêtre météo, c'était le 19. Donc après, on se remet en route pour monter. On voulait être les premiers, en fait. On s'est dit, on va être devant un peu toute la foule, tu vois. On s'est dit, on va essayer d'être devant parce que nous, on allait assez vite comparé aux autres personnes qui allaient sur la montagne. Et en fait, finalement, le 19, la météo, ça se décale un peu, ça marche pas, donc on décale. Le 20, on me dit, ouais, le 20, il peut se passer quelque chose de bizarre, ça n'a pas l'air ouf. Et effectivement, le 20, c'était pas terrible. Et donc ceux qui avaient prévu de faire le 19 comme nous, ils ont décalé sur le 20. Ils ont fait quand même le 20, mais dans le mauvais temps. Ceux du 20, ils ont reporté au 21. Et nous, on a fait le 21. Et en fait, le 21, c'était la journée parfaite, incroyable. Zéro vent. On était au sommet. Il n'y avait pas du tout de vent. Ciel bleu, pas un nuage à l'horizon. Et par contre, il y avait du monde parce que ça s'était un peu décalé. Tu vois, le monde s'était un peu décalé. Tout s'était condensé plus ou moins cette journée-là. Donc le 21, c'était la plus grosse journée cette année, là, le jour où nous, on y était, quoi. Tu sais combien il y a de personnes qui passent sur la journée? Je crois qu'on était une centaine, je crois. Donc c'est pas énorme, mais le problème c'est que tout le monde y va en même temps, quoi. Tout le monde passe au même moment. C'est aux mêmes horaires, tu parles. C'est aux mêmes horaires, ouais. Et en fait, nous, tu vois, on était tellement rapide par rapport on va dire à la moyenne des personnes qui escaladaient l'Everest que quand on dort à camp 4, on arrive en début d'après-midi, on se repose dans la tente et vers 5-6 heures du soir, on voit déjà des mecs qui partent pour le sommet. Pour faire le lendemain, tu vois. Et nous, en fait, on se dit, mais si nous, on part maintenant pour être devant eux, on va faire le sommet à 3h du matin, tu vois. À 2h du matin. Et nous, pour le film, ouais, tu vois, il nous faut des images, il faut qu'il fasse jour. Alors oui, il y aurait eu personne, mais tu vois, se faire le sommet, d'aller une fois dans sa vie au sommet de l'Everest, il va de nuit, ça fout les boules quand même. et du coup, en fait, tous ces mecs-là, on les laisse partir. Et nous, on se dit, ok, on part plus tard, on part vers 21h, 22h. Et en fait, rapidement, vers minuit, on rattrape le train, en fait, tu vois. Et du coup, on vient à buter derrière ce troupeau de, je sais pas, il y a peut-être 80 mecs. Et le problème, c'est que quand eux, ils font tous le sommet, quand ils sont dans la redescente, nous, on part pour le... En fait, et on tu arrive te croises au sommet, et c'est comme ça que on se croise, tu vois. Et souvent, les premières personnes qui sont parties hyper tôt, c'est les personnes les moins aguerris entre guillemets parce qu'ils sont partis hyper tôt pour être sûrs d'arriver au bon moment. Ils sont claqués quoi. Ils sont claqués, ils sont techniquement moins forts et nous on les croise quand eux ils redescendent donc au pire moment, c'est-à-dire que ils ont la pression du sommet qui vient de redescendre, ils sont moins ils sont tu vois, au plus haut, donc c'est l'endroit qui est quand même le plus exténuant, au lever du jour, donc tu as tout un tas de facteurs qui fait que ça se croise et que ça crée des embouteillages. Alors que sur toute la montagne, globalement, tu es quasiment pas tout seul, mais tu vois, t'es pas emmerdé, quoi. Il y a juste hormis des petits endroits. Hormis des petits endroits techniques, tu vois, il y a un endroit là, il y avait un endroit dans l'Icefall, il y avait un mur technique qu'on voit dans le docu. Et il y avait aussi un autre endroit qui s'appelle le Yellow Band entre le camp 3 et le camp 4 où il y avait, pareil, il y avait 4 mètres à grimper un petit peu sur des rochers, mais hyper facile, où ça faisait tout de suite un regroupement, quoi. Un mini bouchon, quoi. Et voilà, du coup, c'est ça un peu la configuration du sommet, quoi. Et c'est assez ouf. Et du coup, il y a une arête qui lâche. Enfin, il y a un bout de glace, il y a un bout de neige qui lâche derrière vous, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous avez capté que il y a eu des vidéos en France de ça, genre quasiment 2 ou 3 jours après, je pense, hyper rapidement, et personne se dit peut-être que vous étiez là à ce moment-là, quoi. En fait, ce qui est fou sur ces vidéos-là, que personne n'a vu quasiment, il y en a un ou deux qui ont vu, mais en fait, c'est moi la première personne sur l'image, c'est moi. En fait, les vidéos qui ont tourné sur Facebook, YouTube, on voit une personne en jaune. En fait, il y a 2 mecs qui sont au premier plan. Le premier gars, c'est Charles, le Canadien qui était avec nous. Et
et moi, je suis juste derrière. Et en fait, on me voit sortir. On voit un peu mon épaule où j'avais mon petit drapeau français et mon écusson de guide. Mais il y a très peu de personnes qui l'ont vu. Alors que, tu vois, ça aurait pu spoil tout le documentaire. Et parce que, tu vois, à ce moment-là, nous, on communiquait pas du tout sur, Bien sûr. la réussite ou pas. Et du coup, c'est assez ouf parce que ouais, ces images-là, elles ont tourné partout, ils les ont mis à TF1. Et en fait, Inox, il est dans le plan, tu vois. Et moi, je suis au premier plan du truc, tu vois. Et Putain, il c'est n'y a ouf. personne qui a vu. Très peu de personnes. Il y a quelques Mm. personnes qui l'ont vu. On a vu sur TikTok, mais globalement, très peu de personnes ont remarqué. Et en fait, ouais, quand on redescend, là, on voit cette corniche qui a pété. On est au courant, tu vois, assez rapidement. Mais bon, tu vois, la communication, elle est compliquée entre les Sherpas, les mecs qui parlent pas très bien anglais. On a les Mm. masques, il y a un peu l'euphorie. Moi, ouais, les mecs sont tombés. Je dis oui, ils sont tombés, mais ils sont tombés avec le. Tu vois, ils sont clippés à la corde. Je me dis, ouais, c'est pas grave. Oui, ça fait peur, mais t'es clippé à la corde. Tu vois, je me dis pas, il y a des Mm. morts ou quoi, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un Sherpa avec un client qui a voulu doubler la queue. Et en fait, il a doublé du côté de la corniche, donc du côté où la lèvre, elle pend dans le Mm. vide. Et en fait, ça s'est tout effondré, quoi. Et eux, ils étaient pas, lui et son client, ils n'étaient pas attachés, a priori. Et donc, ceux qui étaient sur la corde, ils sont tombés. Donc, eux, je pense qu'ils ont eu la peur de leur vie, mais ils étaient retenus par la corde. Donc, ils sont tombés, mais ils sont retenus par la corde. Et les deux qui étaient sur la lèvre un peu plus loin, ils sont tombés dans le vide. Mais ça, nous, on l'a pas su. On l'a su que. En fait, on l'a su même que en arrivant à Katmandou presque. Parce qu'ils Mm. avaient dit, ouais, il y a deux personnes qui manquent, mais personne ne savait vraiment. Parce qu'en fait, vu que c'était un peu un regroupement de personnes, quand c'est tombé, personne n'a vraiment su qui était là, qui était plus là. Tu vois ce que je veux dire? Ils Mm. ont pas, toi, personne ne savait vraiment. Et il y avait donc. T'es plus lucide, hein, même si c'est sous oxygène, mais Personne n'est trop tu perds quand lucide. même, tu perds un peu Et ta. en fait, vu que ce Sherpa-là, il était avec son client, et qu'ils n'étaient pas avec une autre équipe ou quoi, ils Mm. étaient tous les deux, bah, personne s'est inquiété pour eux. Mm. Enfin, tu vois, sur le moment, toi, tu regardes si tes potes ils sont là, tous les Sherpas ils sont là, bah, tu dis, ok, tout le monde est là et ça a l'air d'aller, tu vois. Ouais. Et en fait, ces gars-là, enfin, a priori, ce gars-là avec son Sherpa, donc, Ils étaient juste en ils solo. ont été au sommet et ils n'ont jamais redonné de nouvelles au sommet sud. Tu vois. Alors que normalement, tu donnes au sommet sud. Enfin, en Mm. fait, tu es en contact avec ton camp de base et tu dis, OK, on vient d'arriver au sommet sud. Après, tu fais le sommet, tu dis, OK, on arrive au sommet. Tu repasses au sommet Mm. sud, tu dis, OK, tout va bien. Et puis après, tu refais des calls comme ça, en fait, à chaque Ouais. point un peu. Et eux, ils n'ont jamais refait de call au sommet sud, donc ils ont disparu. Donc en fait, on doute qu'ils sont tombés dans la face au moment où la corniche elle s'est effondrée. Ok. Et en fait, moi, quand on passe avec mes Sherpas, à ce moment-là, euh, nous, on avait les drones et tout, tu vois. Donc on se dit, si jamais il y a un secours, potentiellement, on peut aider, on peut regarder avec le drone ou quoi. Et en fait, on s'arrête 5 minutes. Et puis moi, je regarde dans la face, puis c'est une face qui fait 3000 mètres, tu vois. Ouais. Et je vois la corniche qui avait roulé dans la face, mais je voyais rien, quoi. Je voyais pas, tu sais, Ah, normalement, si un mec qui tombe, tu perds un gant, tu perds un bonnet, tu perds un. Et puis tout le monde est habillé en rouge, en jaune, en bleu, enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est quand même des mm. couleurs vives. Et moi, j'ai rien vu dans la face, tu vois, j'ai pas vu de corps ou d'indices qui pourraient te dire, tiens, il y a des mecs qui sont tombés. Donc je me suis dit, bon, bah, il y a rien, tu vois, genre, juste les mecs sont tombés, ils sont pendus à la corde, il y a pas de souci, quoi. Ouais. Et voilà, et après, c'est plutôt en descendant qu'on a appris qu'il y avait eu 2 morts, en fait, qu'on suppose que c'est arrivé là, ouais, sur le. Ok. Ouais, Mais, ouais, tu t'entends pas spécialement. C'est un peu bizarre, quoi. c'est bizarre, ouais, l'ambiance elle est bizarre, il y a du monde, c'est quand même dangereux, et tu te Et croises, qui sauve les mecs qui sont tombés là, du coup? Enfin, personne. qui étaient accrochés à la Il n'y a corde? personne qui peut. Non, mais ceux qui sont accrochés à la Ah, corde, ceux en qui sont fait. accrochés à la corde, bah, c'est leur Sherpa, quoi. Enfin, les gens qui sont un peu autour, ça aide, Ok. comme ci, comme ça, tu vois, mais oui, là, oui, il n'y a personne qui peut venir te chercher, quoi. Le temps, il est hyper court, tu vois, le lendemain, ils annoncent 50 km/h de vent, il n'y a personne qui peut monter, tout le monde est avec des bouteilles d'oxygène, donc le temps, Ah, ton temps, il est compté compté. là-haut, tu vois, donc Ah, tu peux pas rester. Même si le mec il est 50 mètres en dessous de l'arête, aussi bien tu peux même pas aller le chercher parce que toi t'as pas le temps d'aller le chercher, de remonter. Donc c'est ça qui est un peu ouais, faut compliqué à pas gérer souper. quoi. Donc, Ah, mais c'est pour ça que c'est hyper important d'être au point techniquement, physiquement et moi j'avais aussi toute cette responsabilité tu vois, vis-à-vis d'Inox, d'être sûr que les Sherpas ils ont assez de bouteilles d'oxygène pour nous, qu'on en ait voilà, le nombre suffisamment pour eux, pour nous, pour les équipes techniques. Toi, j'avais hmm, tout calculé, ok, tant de bouteilles, il faut qu'on consomme tant. Si on consomme plus, ça veut dire qu'on a moins de temps. Donc, tu vois, j'avais fait plein de calculs pour me dire, ok, je suis ouais. sûr qu'on a assez d'oxygène et qu'on ne sera pas en manque quoi qu'il arrive. Tu vois. Ah, Et bon, après nous, l'avantage, c'est que le jour du sommet, tu vois, il fait grand beau. Alors, il y a ce climat qui est un peu anxiogène avec ce monde.
avec le monde qu'il y a et qu'on croise et tout. Mais au final, il fait grand beau. Nous, on est en pleine forme. On a encore de l'oxygène suffisamment. Là, vous êtes bien. Ouais, on est bien. Globalement, tous les voyants sont au vert, sauf le seul voyant qui est orange, c'est le monde, tu vois. Hmm. Mais au final, le monde, ça se gère, tu vois. Ça nous fait perdre, allez, peut-être 20 minutes pour arriver au sommet. C'est pas très gênant. Sachant que nous, vu qu'on est plus fort techniquement que la plupart des personnes, c'est-à-dire qu'on peut les contourner facilement. Tu vois, on arrive à passer tous les petits obstacles quand il y a du monde. En fait, le problème, quand les gens ils s'attroupent, c'est que tu n'arrives plus à passer ni d'un côté ni de l'autre. Tu vois. Et les gens, ils sont tellement nuls techniquement qu'ils n'osent pas faire un pas de côté. En fait, tu vois, ils restent sur le chemin et ils sont Ouais, des tétanisés. fois, tu vois des mecs qui sont face à face. Bah, c'est ça, les mecs, ils arrivent, ils se face à face, les mecs derrière, ils s'empilent derrière, et il se passe rien, tu vois, jusqu'à un moment donné, il y a un guide ou un Sherpa qui arrive, qui dit, allez, passe là, sur le côté, qui fait une petite marche en dessous de la trace pour que le mec, il puisse passer comme il faut, tu vois. Et tant que t'as pas ça, les mecs, ils peuvent pas passer, quoi. Donc, en fait, les clients, ils se figent vraiment, quoi. Ouais, ça, Et, j'imagine. et tu vois, nous, du coup, on était quand même techniquement plus habile, donc on peut passer en dessous, juste à côté. S'il faut mettre un pied sur de la glace ou sur un rocher, on peut le faire. Alors que les autres, ils sont vraiment en mode, ils restent sur le chemin, quoi. Ils peuvent pas sortir de la trace, c'est pas possible pour eux. Hmm. C'est inconcevable, en fait. Et puis ils sont tétanisés, donc ils peuvent pas. Ouais, mais Donc, et le problème, c'est que le mec qui se tétanise, le premier se tétanise, derrière ça s'empile, donc les mecs se serrent, et donc du coup, tu n'arrives plus à attraper la corde, tu vois, pour te sécuriser. Il n'y a qu'une seule corde. Donc souvent, tu sais, quand tu passes au-dessus d'un mec, quand c'est une pente de neige, tu fais juste passer tes mousquetons par-dessus le mec. ah, Mais là, il faut que vraiment que tu enjambes le gars, enfin, tu vois, que tu passes derrière lui. sur une Et là, arête. des fois, tu n'y arrives pas. Et donc là, moi, je dis à Inès, je dis, bah, oublie la corde et tu t'attaches sur le baudrier des mecs. Donc tu te retrouves à faire de la via ferrata sur le baudrier des mecs, tu vois, pour passer, en fait. Sinon, tu peux pas passer, en fait. Ou, Ok. alors, tu passes en solo, mais je dis, il vaut mieux s'attacher sur le baudrier du mec que lui est attaché à la corde. Et Ouais. comme ça, tu es tout le temps en sécu, tu vois. Donc Ouais, c'est quand ouais, même... c'est drôle. C'est c'est drôle. quand même... c'est très spécial. C'est très, très spécial. C'est à quel point c'est dur de redescendre. La Il y a redescente... des fois, j'entends certains alpinistes qui me disent que c'est plus dur que la montée parce que la montée, t'es motivé, parce que tu regardes le sommet, puis ça te motive et tout. Et puis en fait, dans la descente, t'es dans la gestion. Tu peux avoir la peur du vide. Tu peux avoir une course contre le temps vis-à-vis de l'oxygène. Tu t'es fatigué, tu vois. Et souvent, on le voit beaucoup moins, tu vois, dans les films. Et vous avez fait le choix d'ailleurs éditorial là aussi. Comment ça s'est passé, vous, la redescente? Nous, la redescente, ça s'est plutôt bien passé. En fait, souvent, tu mets tout au point pour être aux bonnes heures et au bon moment pour faire le sommet. Et la descente, c'est un peu plus aléatoire. C'est-à-dire que si tu as perdu un peu de temps ou quoi, donc tu passes pas forcément aux horaires idéaux en termes de sécurité à la redescente. Et nous, en fait, quand on redescend, donc on redescend assez rapidement au camp 4, à 8000 mètres. Donc je crois qu'à vers midi, on est au camp 4, on se repose, on se réalimente un coup, on mange un bout. Donc ça fait quoi, en 3-4 heures, vous êtes au camp 4? Tu redescends au camp 4? Ouais, en 3-4 heures, tu redescends au camp 4. Ouais. Je Ok. crois que 4 heures, ça nous a pris. Et, et là, donc là, on refait de l'eau, tu vois, on refait bouillir de l'eau, on se réalimente un coup, on se repose un petit coup, on fait une micro-sieste. Et, et on se dit, bah ok, on descend, quoi. Enfin, on continue à descendre, sachant que c'est quasiment... Enfin, toi, t'es en non-stop depuis... parce qu'en fait, le soir, nous, on part à 21 heures pour le sommet. Donc, toi, ça fait que tu es en non-stop depuis Hmm. le jour d'avant où tu t'es levé à 5 heures du mat, tu vois. Ouais. Donc, tu es quand même bien claqué. Et puis là, on descend toute la face du Lhotse. Et je dis, bah, ok, on descend jusqu'à camp 2, qu'on n'est plus on n'est plus dépendant de l'oxygène. Parce que si tu as le masque à oxygène sur la gueule tout le temps, tu vois. Hmm. Pour dormir, pour manger, tu vois, tu manges, tu lèves, tac, 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 c'est un peu chiant. Ouais. Et donc, je lui dis, bah, si physiquement t'es bien, que ça va, on s'alimente un bon coup, et puis on redescend jusqu'au camp 2, quoi. Il y a d'une Ok. traite, et comme ça, à camp 2, on peut enlever le masque à oxygène, on est plus bas, on est un peu sorti voilà, des problèmes, quoi. Et donc Inox, il s'alimente, tout va bien, il me dit, ok, c'est bon, je le sens, on descend jusqu'au camp 2. Et là, les Sherpas, eux, ils décident de descendre tout le matériel, tu vois, pour pas remonter chercher du matériel plus tard. Donc eux, ils se chargent vraiment, tu vois, en fait, on descend tout le matos qu'on a monté sur un mois, en fait. Enfin, tu vois, eux, ils ont déjà fait plusieurs allers-retours, les bouteilles d'oxygène et tout. Donc moi, pareil, on se charge à fond pour descendre du camp 4 parce qu'on veut vraiment rien laisser là-haut et que eux, ils veulent pas y remonter, tu vois, pour aller chercher le matériel. Hmm. Donc on se dit, ok, c'est bon, on prend tout, on tank. Moi, je leur dis, ouais, Il fait quel poids ton sac à ce moment-là? bah là, on est à 20 kilos, hein, entre 20 et 25 kilos, donc c'est quand même vraiment lourd.
Et les Sherpas, ils prennent 40 kilos. Tu vois. Il y en a un, là, il avait presque 50 kilos. J'arrivais même pas à porter le sac comme ça. Même eux, ils étaient obligés de le mettre sur le dos, tu vois, pour... Ouais. Donc là, ouais, C'est des machines de guerre, franchement. C'est lunaire. C'est vraiment des machines. Et c'est pour ça que nous, on était infiniment reconnaissants, tu vois, envers le travail qu'ils ont fait. On a vraiment tout fait pour les mettre dans les meilleures conditions possibles, tu vois. Moi, je les ai équipés de la tête aux pieds avec le meilleur matériel possible. 50 kilos, putain. Ouais, non, c'est des machines. Les mecs, c'est des machines. Fais bien de le dire, tu vois. Je suis pas sûr que les clients coréens, ou enfin, non, quoi, j'en sais rien, on va pas citer de nationalité, mais je suis pas sûr que tout le monde le fasse, tu vois. De citer la qualité de leur exploit, quoi. Ah ouais, non, mais nous, enfin, voilà, en tout cas, nous, c'était hyper transparent. Les Sherpas, on les a invités en France, mais nous, on les a vraiment voulu les mettre dans les meilleures dispositions. On leur a amené voilà, moi, on leur a donné tous des tenues himalayennes toutes neuves de nos partenaires. Voilà, on les a mis vraiment dans les bonnes conditions. On les a traités vraiment d'égal à égal. On dit, ouais, on veut les mêmes tentes que vous. On veut que vous ayez assez d'oxygène. Enfin, on voulait vraiment pas faire l'impasse sur l'oxygène pour eux, qu'ils en aient suffisamment pour que eux ils soient bien. Il y a des gens qui font ça? Ouais, en fait, pour réduire le coût, ils prennent le minimum de bouteilles d'oxygène pour leur Sherpa. Ouais. Pas de sécurité, quoi. Ouais, voilà, en si gros, il n'y a pas de... C'est ça. Il n'y a pas de bouteilles supplémentaires. Et du coup, des fois, s'il leur manque des bouteilles d'oxygène ou s'ils en ont consommé plus que prévu, ça fait qu'il y a des Sherpas qui vont peut-être pas monter, tu vois. Où ils vont dire au caméraman, toi, tu montes pas, il n'y a pas assez d'oxygène, tu vois. Donc, ou ils en piquent. Ouais, voilà, du coup... donc, nous, moi, j'aurais dit... Si vous avez besoin, j'aurais dit, si vous avez besoin de plus de bouteilles d'oxygène, il n'y a pas de problème, on paye pour que vous soyez vraiment confort, il n'y a pas de, tu vois, en mode, je veux pas que tu vous les soyez en achètes galère. où, les bouteilles d'oxygène? Ça, c'est avec l'agence. En gros, c'est l'agence avec qui je traitais. Je leur dis, lui, il me dit, voilà, je sais pas, le nombre standard de bouteilles d'oxygène pour un Sherpa, j'en sais rien, c'est 4, tu vois, par exemple. Et je lui dis, si voilà, mettez-en 5, 6, et au moins, on est tranquille, tu vois. Au moins on les a au camp de base et après eux ils prennent ce qu'ils ont besoin parce qu'il faut quand même les porter, tu vois, donc c'est aussi ça faut pas en prendre trop non plus parce qu'il faut les monter, c'est lourd, ça fait 5-6 kilos par bouteille, donc tu peux pas non plus en monter 50, quoi. Et puis nous ça nous fait au pire du rab pour nous aussi si jamais on a un problème, tu vois. Donc ça c'est toute une dimension qui est méga importante et nous qui nous tenait à cœur, toi, de bien les traiter. Moi quand je suis parti je leur ai donné tout mon matériel, je suis parti, je leur ai donné mon duffel bag, toutes mes fringues, mon matériel technique, mon baudrier, les chaussures, enfin tout, je leur donne tout. Et parce que sans eux, on ne peut pas faire le sommet, tu vois, c'est vraiment... ils se la tuent vraiment pour nous et vraiment, tu peux que être infiniment reconnaissant du boulot qu'ils font, quoi. Et puis c'est des personnes qui sont tellement gentilles, tellement tu vois, innocentes, entre guillemets, que ils sont attachants, tu vois, ils sont vraiment attachants et voilà, c'est trop cool de lier des liens avec des personnes comme ça. Et du coup, donc, quand on redescend, donc eux, ils tankent, ils prennent tout le matos. Moi, je prends le plus que je peux, mais voilà, je suis pas aussi fort que eux. Et en fait, là, moi, je trouve une technique pour descendre toute la face du Lhotse, qui est quand même une pente assez raide, où en fait, les cordes fixes, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils les ont installées, mais elles étaient trop tendues. Et ça fait que tu pouvais pas descendre en rappel dessus, tu vois. Donc, tu étais obligé de te tenir un peu à la corde, ils appellent ça du Sherpa rappel, mais c'est hyper dangereux parce qu'en fait, si tu veux, c'est une pente de glace, de neige-glace, et ils accrochent la corde dans la glace. Et tous les 50 mètres, à peu près, tu as un point de renvoi, donc tu as un point d'ancrage. Et eux, ils se tiennent juste avec leurs mains, comme ça, ils descendent avec leurs mains. En fait, en gros, ils ont des gants qui fracassent leurs gants en faisant du frottement avec la corde. C'est ce qui les retient, ils appellent ça du Sherpa rappel. Mais si jamais tu tombes, en fait, tu dévales le long de la pente, en étant attaché à la corde, mais au moment où tu vas venir au point d'ancrage, ça va tout qui va exploser, tu vois, ton baudrier va exploser. Donc tu es un peu dans une fausse sécurité, tu vois, c'est un peu bizarre. Mais ça, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop conscience, tu vois, eux, ils sont attachés à la corde. En vrai, personne qui tombe vraiment parce que c'est pas très technique. Mais c'est aussi c'est épuisant parce que tu es obligé de désescalader. Et en fait, nous, il y a une technique qu'on nous a appris à l'école des guides où tu peux descendre sur une corde en tension, tu vois, avec un système de mousqueton. Tu fais passer la corde dans 2 mousquetons. Et moi, je dis à Inès, je dis, voilà, vu que tu es fatigué, je vais te montrer une technique. Et là, du coup, on descend toute la face en rappel, en fait. Alors que les mecs, et du coup, les Sherpas, ils nous voyaient arriver, d'autres Sherpas, tu vois, qui n'étaient pas avec nous, qui nous voient descendre comme ça, à vitesse grand V. On se fait filer sur la corde avec aucun effort. Et eux, les mecs, tu vois, il y en a, ils se sont fait plusieurs fois les allers-retours. Donc ils nous voient, les mecs sont dégoûtés. Ils disent, mais comment vous faites? C'est quoi cette technique, machin? Et en fait, moi, je me rends compte hyper vite qu'il faut qu'on fasse attention à pas trop montrer cette technique. Parce que les mecs la maîtrisent pas. Ils ont l'impression qu'ils nous regardent faire. Des fois, ils nous regardent passer. Et ils ont l'impression de comprendre comment ça marche.
Et tu vois, derrière, je vois des mecs derrière nous qui essayent de faire la même chose. Je voulais terminer un peu là-dessus, tu vois, c'est est-ce que tu avais anticipé un peu le tourbillon médiatique? Je pense que moi j'avais, tu vois, de mon point de vue un peu, je regarde un peu YouTube, je regarde beaucoup les créateurs de contenu. Je savais que, enfin, ça sentait bon le succès, tu vois, mais que ça parte comme ça depuis 10 jours. Ouais. Je pense que peu de gens auraient pu le prédire et alors, je pense que Inox, il le voulait terriblement et c'est très maîtrisé, c'est quelqu'un de brillant et donc il savait exactement ce qu'il voulait. Mais est-ce que toi, tu avais anticipé le tourbillon médiatique justement et l'enchaînement de rendez-vous, de médias et de tout ça, quoi? Non, non, c'est sûr qu'on n'avait pas trop anticipé. Puis moi, de base, je pensais vraiment que ça allait être centré que sur... Enfin, en tout cas, au début du projet, que le docu allait être centré que sur Inox. Hmm. Et moi, j'avais pas du tout mesuré non plus sa notoriété. Et, euh, et après, c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'aventure, notre relation, elle a grandi, on est vraiment Ouais. potes. Et du coup, maintenant, on est vraiment les deux protagonistes du documentaire. Et, euh, et c'est vrai que, tu vois, nous, quand on était au camp de base, déjà, on a parlé pendant longtemps, tu vois, de faire cette sortie en Hmm. cinéma. On se dit, ouais, c'est vrai qu'on va sortir quand même quelque chose d'hyper qualitatif. Lui, il voulait absolument le sortir au cinéma. Mais on se posait des questions, tu vois, on se disait, est-ce que les gens ils vont vraiment y aller? Alors que le lendemain, ça sort gratuit sur YouTube. Est-ce que les gens ils vont aller au cinéma? Hmm. On avait vraiment du mal à jauger, tu vois, quel va être Ouais. l'engouement, l'intérêt. On se disait, bon, c'est sûr qu'il y aura quand même quelques personnes qui vont aller au cinéma. Mais là, tu vois, on a fait 350 000 entrées en cinéma dans tous C'est les de tout. Folie, ouais. pays francophones du monde. Enfin, en tout cas, le côté cinéma, c'était un carton plein. Derrière, ça sort sur YouTube. En 24 heures, on va taper ODD de PNL, Hmm. alors que c'est un clip, tu vois, de 2 minutes. Nous, c'est quand même un film de 2h30, tu vois, c'est pas la même chose. Ouais, 11 millions de vues en 24 heures. Et nous, tu vois, Là, c'est à combien là? là, je pense que ça doit être à 25, je crois, quelque chose comme ça, Putain, 25 millions de vues. Et, ça va casser et, YouTube. et à l'époque, on misait sur, tu vois, quand on en parlait, parce qu'on tu vois, on pensait un peu à tout à rien quand tu es au camp de base pendant Hmm. 10 jours à rien faire. On se disait, tu vois, même lui, il pensait faire entre 15 et 25 millions de vues à échelle de 3 mois, tu vois. Entre Hmm. 3 et 6 mois, tu vois. Il s'est dit entre 15 et 25 millions de vues. Là, on a fait 25 millions de vues en même pas une semaine. Puis il y a Donc, TF1 là qui veut publier le film. Putain. TF1, ouais, qui va republier le film là après koh. Mais tu vois, par exemple, TF1, ils le mettent en deuxième partie de soirée. Tu vois, ils y croyaient pas trop, tu vois. Mais alors qu'en vrai, ils l'auraient mis en. Ils l'ont signé quand? Une fois que le truc était sorti ou et Déjà un qu'ils ont peu vu avant, il me l'engouement? semble, un peu avant, il me semble. Ok. Déjà avant, mais tu vois, au vu de l'engouement, ils pourraient le mettre en prime time direct, tu vois. Genre. Donc là, ils le mettent en deuxième partie de soirée à 23h30. Alors que c'est sûr que tu le mettais C'est encore ce avant. truc des médias là, avec les créateurs de contenu. Enfin, Ils ont tu du sais, mal, hein, ils ont vraiment ils du ont, mal, ouais. ouais. Ils ont du mal à. Ils sont cons, ils ont un bijou entre les mains. Où tu vois. Ouais, franchement, ouais, bref, tant pis. De ouf. Et du coup bah voilà, le succès du documentaire. Moi, je savais que. Toi, j'ai pas mal suivi la post-prod là cet été. J'ai vu les différentes Hmm. versions du docu. Je les ai aidés aussi parce qu'il y a énormément d'images qui sont les miennes. Et, euh, et aussi pour qu'ils soient juste dans le discours, tu vois, dans ce qu'on raconte. Tu vois, qu'il n'y ait pas dans les images qu'on montre, qu'il n'y ait pas de problème technique d'un point de vue alpinistique ou dans ce Hmm. que Inox il explique, que tout soit bien compréhensible et qu'il n'y ait pas de faute, tu vois, d'explication. Ouais. Et donc j'ai bien suivi la progression du documentaire et je savais qu'on avait quelque chose de... Tu vois, les peu de personnes à qui on avait montré, c'était tous unanimes. Tu vois, les gens, ils pleuraient à la fin, Hmm. ils étaient choqués, ils étaient pas du tout, ils attendaient pas du tout. En fait, tout le monde s'attendait à un film sur l'Everest, uniquement l'Everest, et personne s'attendait à un film qui retrace autant tu vois, Ouais. entre guillemets, la vie d'Inox, toute la préparation. Ouais. Et je pense que beaucoup de monde a été surpris par tout ça. Donc, et du coup, ouais, le film qui est hyper bien reçu. Et, euh, et en final, les gens qui découvrent un peu notre relation à tous les deux. Et ouais, c'est vrai que maintenant, bah, un peu nouvelle notoriété qui Ça fait arrive, 7 jours. Ça fait qui a 7 7 jours jours. ou ça avait commencé un peu avant? Non, déjà un petit peu avant, déjà depuis le début Hmm. du projet. Enfin, depuis la vidéo du Mont Blanc, je dirais. Tu vois, depuis la Ok. vidéo du Mont Blanc. Et bah, c'est vrai que c'est nouveau, il y a plein de choses à gérer, il y a plein de,
il y a aussi Ouais. un revers de la médaille qui est pas évident à gérer, tu vois. Et Qu'est-ce qui est dur pour toi? bah, tu vois, quand t'es surexposé médiatiquement, il faut faire hyper attention à tout. Tu peux être victime tu vois, d'harcèlement, de personnes qui veulent pas forcément du bien, tu vois, qui vont derrière te faire Ouais. pression, qui vont essayer de t'extorquer de l'argent parce qu'ils s'imaginent que maintenant que tu es une star, tu gagnes des millions, quoi. Donc, il y a tout cet univers-là qu'il faut gérer, qu'il faut apprendre à vivre avec. Après, moi, je pense que moi, ça va assez vite retomber parce que je suis pas, tu vois, je suis pas là-dedans. Je suis pas ni youtubeur ni influenceur à plein temps et je cherche pas forcément plus que ça à faire le buzz. Moi, tout ce que je veux, c'est que la montagne, elle soit vue sous son plus beau jour et que donner envie à ces jeunes d'aller dehors, tu vois, Hmm. d'aller explorer et de découvrir cet univers qui est merveilleux, tu vois, que moi j'adore et du coup, c'est vraiment ça qui me tient à cœur. Et là, c'est un peu malgré moi, tu vois, c'est le projet qui s'est fait comme ça et je cherchais pas ni à être connu ni à me mettre en avant sur ce projet-là. C'était vraiment Hmm. dans l'échange qu'on a eu avec Inox, dans son projet à lui. Et moi, moi je me suis entièrement dédié pour lui, tu vois, pour sa réussite à lui, lui faire inculquer les bons messages, les bonnes valeurs et que lui soit en sécurité à tout moment, tu vois. C'est vraiment ça, Hmm. en tout cas, moi, ma démarche. Et derrière, bah, voilà, Ouais. le succès, c'est un peu voilà, malgré moi. Et après, encore une fois, la communauté, globalement, 99,9% des gens, ils sont ultra bienveillants, ils donnent de la force, ils nous félicitent. On a reçu un nombre incalculable de messages. Euh, Même, on a reçu un message de l'Elysée aujourd'hui, donc voilà, pour nous Hmm. féliciter. Donc c'est vraiment, ça touche tout le monde, quoi. Donc, Ouais. et l'amour qu'on reçoit, il est aussi énorme. Donc Ouais. c'est trop cool. Ok. C'est dur de redescendre un peu de sa montagne, du coup. Tu vas couper Euh, là. Toi aussi, tu vas couper. T'as eu cette phase un peu de coupure comme Inès il a pu avoir justement dans le reportage ou... Alors moi, moins, parce que du coup, je suis resté un peu actif aussi vis-à-vis de mes partenaires et de ce que je fais. Donc moi, j'ai communiqué encore un petit peu. Après, moi, c'est sûr, parce que j'étais quand même sous embargo de ce gros projet. Et pour respecter aussi la démarche d'Inox, tu vois, je voulais pas faire le mec qui Hmm. communique à outrance alors que lui, il dit rien, tu vois, pour lui gratter du buzz ou quoi. C'est vraiment pas ma démarche. Mais vu que moi, j'étais pas non plus dans ce truc où je me coupe des réseaux, Ouais. moi, j'essaie vraiment de faire par parcimonie, tu vois. Vraiment, j'essaie d'y aller de manière très ponctuelle, enfin très éclair, quoi, on va dire. Hmm. Et bah, c'est sûr que ces derniers temps, on y est un peu plus parce qu'on regarde un peu ce qui se passe, l'engouement, c'est nouveau. Hmm. Mais, euh, mais ouais, c'est intéressant en tout cas de voir tout ce qui se passe autour de ce documentaire et tout l'énergie, enfin, de voir qu'il est bien reçu, tu vois. On n'avait pas Ouais. trop de doutes, mais au final, c'est encore plus que ce qu'on espérait. Ouais. Et en vrai, tant mieux pour la montagne, tant mieux pour Inox qu'il ait réussi son pari. Parce que j'avais un peu l'impression que tu vois, les gens qui l'aiment pas, comme les gens qui l'aiment, c'est un peu comme dans le combat de boxe. Tu vois. Ceux qui l'aiment pas, Hmm. ils avaient envie de le voir échouer. Et ceux qui Hmm. l'aiment, ils voulaient le voir réussir. Et donc tout le monde est allé voir au final. Ouais. Et c'est ça aussi qui est trop fort, c'est que bah, ceux qui l'aimaient pas forcément ou qui en attendaient rien, de regarder le documentaire et les mecs, ils ont pris une tarte incroyable, tu vois, et sur la montagne, et sur lui, les valeurs qu'il va transmettre, son exploit à son échelle aussi, tu vois, Hmm. qui est énorme. Donc, moi, il y a plein de mecs qui m'ont envoyé des messages en mode, ouais, ça leur remet en question leur vie sur qu'est-ce qu'ils font. Tu Ouais, vois, il y a un message. c'était un vrai message quand même. Et quand tu vois la Ouais. détermination d'Inox pour y arriver, pour se donner les moyens de faire son projet, tu te dis, ah ouais, est-ce que moi je me donne assez les moyens pour faire mes projets Ouais. Quand tu vois d'où il part, c'est sûr. Bah ouais, c'est ça, c'est ultra inspirant. Et même moi, il m'a changé énormément, tu vois, dans ma façon d'être et de penser, tu vois, Hmm. de voir ce jeune que tout le monde le critique, lui dit ouais, tu vas pas y arriver, et qui, tu vois, il lâche rien, il dit non, c'est pas grave, moi je m'en fous, j'y vais, je suis là pour apprendre. Euh, Tu vois, Hmm. c'est vrai que des fois on se met des barrières, tu vois, même moi des fois je me mettais des barrières, je me disais ah, non, mais si je fais ça, je vais peut-être être critiqué, ou il y a quelqu'un qui va dire dans ton entourage non, mais tu n'y arriveras pas, ou ça Hmm. va pas le faire, ou c'est trop risqué. Et en fait, au final, tu vois, lui, il te prouve alors, faut pas faire n'importe quoi, mais il te prouve que si tu te donnes les moyens et que tu fais les choses dans l'ordre, tu peux y arriver, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, c'est intéressant. Quand on a gravi la plus haute montagne du monde, quand on a
fait un des plus beaux films d'alpinisme de l'histoire. Tu vois, pour moi, c'est un des plus beaux. En tout cas, il rentre dans l'histoire largement. Quand tu casses YouTube, quand tu fais ce type de projet-là, c'est un projet qui dure 1 an, que tu fais grimper un touriste complet à quelqu'un qui vraiment se passionne pour la montagne. Tu vois, je pense que c'est authentique. J'espère que ce l'est. Carrément. En tout cas, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que finalement, tu as fait un peu la mission un peu ultime du guide de haute montagne, tu vois? C'est quoi les rêves après? C'est quoi les projets après? Bah là, moi, c'est vrai que déjà Inox, moi, enfin, là, je suis trop content parce qu'il a trop envie de continuer à faire de la montagne. Tu vois, il y a des sommets ou des courses dont je lui avais parlé pendant la préparation qu'on n'avait pas pu faire. Et du coup, il a trop envie tu vois, d'aller les faire maintenant. Donc, tu vois, il a vraiment cette volonté et ce besoin de continuer à faire du sport et à aussi faire de la montagne. Donc, c'est trop cool. Et puis, c'est vrai que quand on redescend de l'Everest, là, moi, cet été, j'étais un peu dans une phase de dépression. Tu vois, tu te dis, bon, ben, t'as un peu l'impression d'avoir fini le game, tu vois. Même, et pareil pour la photo de montagne, tu vois, tu te dis, bah, t'as fait des images qui claquent sur l'Everest, conditions parfaites, et tu réussis à faire le sommet. On reste 1 heure au sommet, il fait grand beau, il n'y a pas de vent. Bon, ben, t'as un peu l'impression d'avoir ouais, fini, fin du game, quoi, fin du jeu. Tu te dis, c'est quoi le prochain truc, quoi. Et là, pour le moment, j'avoue que j'ai besoin un peu de temps pour retrouver une motivation et retrouver des nouveaux projets qui me motivent vraiment Ouais. tu vois, le temps de se poser un peu, de voir aussi peut-être les opportunités qui s'offrent à moi. Et, euh, et voilà, c'est vrai que de quelque part, j'ai une chance incroyable d'avoir déjà accompli un Ouais. peu mes rêves les plus fous, tu vois. Et que ce soit en photo, en vidéo, en guide, et même, tu vois, grâce à Inox, j'ai rencontré plein de stars du milieu de tous horizons, tu vois, des rappeurs, des youtubeurs, Des acteurs, des acteurs, enfin voilà, j'imagine, plein de... businessman aussi. Ouais, donc, tu vois, au final, Mm. c'est un peu un rêve qui est accompli, un de plus. Et là, j'ai besoin de temps pour le digérer, en tout cas. Ok. Bon, bah, tu m'as dit que tu allais partir un petit mois, grimper un peu, te poser. Ça va te faire du bien. Euh, À la fin normalement, de toutes mes interviews, la toute dernière question que je pose, c'est toujours qui est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer? Mon Inox, on le fera un jour, c'est sûr, mais c'est peut-être un peu tôt et puis c'est pas le bon moment. Mais de la team là, avec qui des gens qui sont partis avec vous, qui ont été un peu impliqués dans le monde, dans le projet et tout, à différents moments, d'ailleurs, ça peut être tôt ou tard. euh, avec qui tu me recommandes d'avoir une discussion pour parler entraînement, passion de la montagne, alpi, euh, Euh, film aussi. ouais, bah, il y a 2 personnes. Alors, il y a une personne qui est vraiment inspirante, qui a un profil atypique, c'est Zébulon Roche, Ouais, Zeb, ok. Zeb, qui est quand même un mec avec un parcours incroyable. Donc c'est la personne avec qui on a fait le Mont Blanc en parapente, Hmm, qui a réussi à faire le K2 là, en parapente ouais. cet été, donc performance incroyable. Et lui, il a vraiment une vie atypique, son Je enfance crois que c'est avec le son plus père. jeune, c'est pas le plus jeune français à avoir gravi le Mont Blanc ou un truc comme ça. Alors l'Everest, ouais. Le L'Everest. plus jeune Ouais. français à avoir gravi Ouais, ouais, l'Everest. Ok, avec son père. Avec son père. Je crois que c'était le. Alors, l'autre jour, je crois, il m'a dit qu'il était le 7e ou le 8e français à avoir fait l'Everest. ok. Tu vois, donc. Dans les années 90, lui, il avait 16 ans, je crois, il avait même pas 18 ans. Et 16 Putain. piges avec son père. Et après, ça a été le premier français à décoller en biplace de l'Everest. Ouais, Avec ok. sa femme. Lui, il avait fait les Seven Summit avec sa femme, donc vraiment. Ouais, c'est un mec qui a eu un parcours de dingue. C'est Liv Sansos, sa femme. Ouais, Et là, maintenant, il est avec Cliff Sansos, ouais. ouais, ok. Donc ils ont décollé ensemble là, du K2. Et après, non, si tu veux aussi interviewer quelqu'un qui peut être très drôle, qui a une histoire particulière, donc on parle très peu dans le documentaire, mais qui fait une apparition très remarquée, c'est Charles Page, Hmm, qui est le Canadien qui s'est greffé à nous sur l'expédition. Et pour te spoiler un tout petit peu, c'est que en fait, lui, il s'est fait lâcher par le guide avec qui il devait partir. ok. Et en fait, c'est un guide que je connaissais qui me dit, ah, machin, finalement, bon, bref, il y a une embrouille.
Et il me dit, est-ce que tu peux prendre en charge ce gars-là? Et puis moi, au début, je le connaissais pas du tout. Moi, ça me fait rajouter quelqu'un, tu vois, à ma charge. Je dis, non, mais moi, je suis déjà avec Inox, ça me suffit, tu vois, j'ai pas besoin de gérer plus de monde. Et, euh, et au final, ce gars, on le croise sur le trek, tu vois, d'acclimatation. Et en fait, on s'entend hyper bien. On s'entend hyper bien. Moi, je comprends, voilà, ce gars est un peu dans la détresse parce qu'il se retrouve tout seul, juste livré un peu à lui-même avec un Sherpa. Et moi, enfin, voilà, je lui dis, bah écoute, moi, avec plaisir, si on peut t'apporter, si on peut rester avec toi. Au début, avec beaucoup de méfiance et de distance, parce que moi, mon objectif principal, Ouais. c'est la protection de mon client, d'Inox, que lui, son projet, il se passe bien. Et que moi, il ne faut pas que je m'éparpille, tu vois, il faut vraiment que je reste focalisé sur Hmm. ça. Et au final, le gars, en fait, il bénéficie de la même logistique que nous, donc la même agence. Et en fait, hyper rapidement, je dis non, mais c'est bon, tu vas manger avec nous dans la même tente, tu vas pas être tout seul dans ta tente, dans ton coin. Et donc, lui, en fait, donc il parle français, c'est un Québécois. Hmm. Et en fait, il nous fait mourir de rire à tout le temps nous raconter ses histoires. Il a 36 ans, donc il est un peu une génération un peu plus vieille que nous. Et lui, il se retrouve avec Inox Tag, qu'il avait aucune idée de qui était ce mec, et qui hallucine, tu vois, de qui il est, de ce qu'il fait, de la démarche du projet et tout. Et du coup, c'est vraiment, enfin, je pense que ça peut être un point de vue assez intéressant Vas-y. à avoir, parce que c'est un personnage que du coup, on ne présente pas dans le documentaire, mais qui est quand même un pur gars Ok. et qui est intéressant aussi à rencontrer, je pense. Ouais, bah, il m'a bien fait rire. Il m'a bien fait rire. Euh, et j'imagine que vous aussi. Merci beaucoup, Mathis. On a fait 2h54. Je crois que c'est un record sur Extraterrien. On avait fait 2h45, donc là, on est pas mal du tout. Je vais te libérer parce que je sais que tu fais un marathon médiatique et que c'est crevant. Donc, merci infiniment. Je me suis régalé. C'était un bête d'épisode. Franchement, c'était chambé. J'ai kiffé découvrir plein de choses que je savais pas sur toi, sur la montagne. Enfin, franchement, c'était vraiment cool. Bien que j'ai poncé quand même, j'ai poncé le documentaire, je suis allé voir un peu les coulisses et tout. J'ai appris plein de trucs, donc vraiment très cool. Bah, trop bien. Merci à toi de m'avoir reçu et bon courage au monteur. Ciao.